Tu vois Laurent, ça c'est du Haussmann. Ah. Ça, c'est du Haussmann. Mais si tu regardes là, et là, c'est aussi Haussmann. Oui, mais là, ben, c'est encore plus du Haussmann. Ça, c'est encore plus Haussmann. Ça, c'est vraiment Haussmann. C'est ce qu'on s'imagine quand on pense à Haussmann. C'est là, c'est Haussmann. Non, non, tu as raison. Mais tu sais, on dit toujours que Rome ne s'est pas faite en un jour. Eh bien, Paris non plus. Il a fallu 17 ans pour que Paris ait ce visage-là. Il faut de la persévérance dans les grandes œuvres. Et Haussmann, justement, il était très persévérant. Regarde un peu. Regarde le résultat. Hein. Ah, ben et ça... même, il était un tantinet rigide. Oui, mais au moins, regarde. Tu vois, ça, c'est du Haussmann, ça filait droit. Ah, c'est sûr qu'avec Haussmann, il n'y a pas un bout qui dépasse. C'est droit. Ça. Il n'y a rien de plus droit, quoi. C'est bien droit. Stéphane Bern et Laurent Deutsch vous embarquent ce soir dans une traversée incroyable de Paris. Vous allez découvrir comment un homme, le baron Haussmann, a réalisé la plus titanesque des missions et fait passer la ville de Paris à la postérité. Les gens avaient la hantise de sortir à la nuit dans les rues de Paris de peur d'être agressés. Une balade féerique qui va faire revivre les plus extravagantes constructions de l'époque, aujourd'hui disparues. Regarde, ça ressemblait à ça. C'est colossal. C'est énorme. Et vous plongez dans l'ambiance spectaculaire du Second Empire de Napoléon III avec ses anecdotes savoureuses. Qui peut soupçonner qu'il y a ça au milieu des immeubles du 16e arrondissement? Il va y avoir une augmentation de près de 300% du loyer. Nous, ça a été un coup de poignard en disant c'est pas possible. On peut pas tuer le cœur d'une ville comme ça. Elle l'a acheté, lui il s'est suicidé, le pauvre. C'est horrible ce que vous racontez là. Laissez-vous guider tout de suite dans la folle histoire du Paris haussmannien comme vous ne l'avez jamais vu. Bon, Stéphane, tu sais qu'on aime bien commencer nos balades par des lieux assez insolites. Et bien aujourd'hui, j'ai eu l'idée de t'amener sur les toits de l'Opéra Garnier. C'est une vue admirable sur l'avenue de l'Opéra, mais je suis sûr que si tu m'as amené ici, c'est que tu as envie de me montrer quelque chose. C'est vrai, déjà parce que c'est sublime, hein. Ouais. C'est unique, c'est magique, et puis c'est cette vue splendide sur le Paris d'Haussmann que le monde entier nous envie. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que des millions de touristes chaque année viennent à Paris, c'est pour voir ce Paris-là. Eh bien, figure-toi que ça ressemblait à ça il y a 160 ans. Incroyable. Ouais. Voilà à quoi ressemblait le quartier de l'Opéra avant les travaux du baron Haussmann. C'est dingue, hein? Incroyable. Et quand tu vois ça, eh bien, tu imagines un peu plus l'ampleur de ces travaux. Tu sais, les fameux travaux d'Haussmann qui, pendant une vingtaine d'années, en gros de 1853 à 1870, vont transformer Paris en profondeur, complètement bouleverser Paris. C'était hallucinant, c'était titanesque, tu sais. Mais oui, puis il n'y avait pas les matériaux d'aujourd'hui, regarde, il n'y a pas de grue, il n'y a que des charrettes. Ah non, 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 alors tu sais, aujourd'hui, les Parisiens, ils se plaignent des travaux qu'on subit dans la capitale, mais imagine ce que c'était à l'époque. Paris, sous Haussmann, c'était un chantier à ciel ouvert. C'était bruyant, c'était poussiéreux, c'était dangereux. Il a fallu des dizaines de milliers d'ouvriers qui sont venus travailler des années, toute la journée, sans relâche, dans des conditions extrêmement précaires. Les accidents étaient quotidiens, il y a eu des morts. Bref, tous ces sacrifices ont engendré ce formidable Paris qui va totalement être bouleversé en profondeur. Il faut que tu imagines qu'on va démolir près de 20 000 immeubles pour en construire 30 000. On va doubler la superficie de la capitale. On va passer de 12 arrondissements à 20 arrondissements. Et c'est toute l'urbanisation de la ville qui va être repensée, totalement restructurée. Les transports, les rues, les voies, les boulevards, l'éclairage public, les égouts. On va créer des gares.
Au nord, on va créer la gare du Nord. Au sud, on va créer la gare de Lyon. Tout est changé. Puis on va aussi aménager des espaces verts. Les espaces verts. Le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, 80 000 arbres plantés quand même. C'est pas rien. Ah non, c'est Pas rien. Et puis évidemment, il y a toute la révolution de l'eau, puisqu'on importe l'eau courante partout dans Paris. Puis ça va complètement populariser l'idée de moderniser les villes de France. Alors de Paris, ça va s'aimer partout. Bordeaux, Marseille, Avignon, Lyon vont se transformer, et même Buenos Aires en Argentine. Le monde change. J'ai pas envie de dire que c'est à partir de Paris, ça serait peut-être un petit peu chauvin, mais quand même, à partir de cette période, le Second Empire, le milieu du 19e siècle, on est en pleine révolution industrielle. Donc il va y avoir des innovations, il y a des ingénieurs, on invente à tout va. C'est une période en plus de bouleversements techniques, scientifiques, matériels, humains. Et on a de l'argent. C'est une période qu'on a appelée l'âge d'or du capitalisme. Donc il y a de l'argent pour faire ces travaux-là. Mais rendons à César ce qui appartient à César. Bien sûr, quand on pense aux grands travaux, on pense naturellement au baron Haussmann. Mais en fait, ils étaient deux. Bien sûr, il y a eu Haussmann, c'était l'exécuteur des basses œuvres, moi j'ai envie de dire, mais il y a eu aussi au-dessus de lui la tête pensante. La tête pensante, visionnaire, qui a tout orchestré, qui a voulu préparer Paris au défi de l'avenir, au défi de la modernité. Eh bien, c'était l'empereur Napoléon III qui, par un décret en 1852, va signer l'arrêt de mort du vieux Paris. C'est un chef d'orchestre, Haussmann. Et la partition, c'est Napoléon III qui l'écrit. Car Napoléon III sait très précisément ce qu'il veut, de larges trottoirs, d'immenses parcs et un système d'égouts performant, des idées modernes inspirées par ses séjours à l'étranger. En voyant ces villes modernes, qui étaient Londres et New York, il se rend compte qu'il faut faire exactement comme avaient fait les empereurs romains, faire de grandes voies pour justement faciliter la vie. Le programme de Napoléon III pour Paris tient en 3 verbes. Assainir, agrandir, embellir. Un programme qu'il concrétise grâce à l'appui d'un homme, l'un des plus grands fonctionnaires de l'État alors en poste à Bordeaux, le préfet Eugène Haussmann. Napoléon III le fait venir dans son cabinet de travail et lui montre une grande carte de Paris avec des rues tracées dans différentes couleurs, en rouge, en bleu, en jaune, en vert. Après, c'est à Haussmann de faire le travail, si on peut dire. C'est à lui de faire le job. Le cœur de ce vieux Paris, vétuste, sombre, avec des baraques malsaines, sordides, des rues tortueuses. Haussmann connaît ça par cœur. Donc il connaît mieux Paris que Napoléon. Et ce tandem, eh bien, ça va vraiment matcher et ça va produire des étincelles que l'on connaît. Une relation étroite qui dure pendant 17 ans entre un empereur qui a tous les pouvoirs et un préfet inflexible qui fait tomber le vieux Paris, parfois brutalement. Affectivement, sentimentalement, il n'a aucun état d'âme. Haussmann, à partir du moment où Napoléon III commande, il exécute. La chute de l'Empire en 1870 tue ce binôme. On ne retient alors que le nom d'Haussmann et on parle encore aujourd'hui de travaux haussmanniens. Mais revenons au début de cette grande aventure où ce tandem de bâtisseurs s'apprête à transformer plus de 60% de la capitale française. Eh oui, tu sais, on est sous le Second Empire avec Napoléon III. Donc, il a plein d'idées, il a surtout les moyens financiers et politiques de les réaliser. Qui dit empire, dit plein pouvoir. Alors, on va commencer notre visite dans le Paris d'Haussmann et de Napoléon III par le quartier de l'Opéra, vraiment emblématique de cette période. C'est d'ailleurs pour moi un peu le showroom, c'est vraiment la carte de visite du Paris haussmannien. Et dans le quartier de l'Opéra, évidemment, il y a l'Opéra Garnier qui est sous nos pieds et que je te propose de visiter à présent. Écoute, avec joie, Laurent, retrouvons le Paris d'aujourd'hui. Tu me suis ? Allons-y. L'Opéra Garnier est l'un des bâtiments les plus spectaculaires de la période Napoléon III. Le quartier de l'Opéra, situé dans le 9e arrondissement de Paris, a été entièrement bouleversé pour accueillir cet édifice à la fois fastueux et tapageur. Avec l'Opéra, Napoléon III exhibe la prospérité de l'État et permet à la haute société qui le fréquente d'étaler outrageusement sa réussite sociale. Alors tu vois, la construction de l'Opéra de Paris, ça va s'étaler sur une quinzaine d'années et ça va... Bonjour. Et ça va mobiliser 550 ouvriers. Et pendant les travaux, on va dissimuler l'édifice d'un échafaudage, de planches et de verrières pour vraiment que la surprise soit totale une fois terminée, tu vois. Et tu sais pourquoi on va construire l'Opéra à cet endroit précisément? Non. Parce qu'en fait, en 1858, Napoléon III, qui se rendait à l'Opéra, dans l'ancien Opéra, qui était rue Le Pelletier, il va échapper de peu à un attentat.
Donc du coup, on va décider de construire un opéra plus moderne, dans un endroit plus sûr, plus dégagé. Et d'ailleurs, l'empereur, il aura lui-même sa propre entrée personnelle, sécurisée, une rampe d'accès. Vous pouvez accéder à l'opéra en carrosse. Malheureusement, il ne l'empruntera jamais, puisque l'opéra sera achevé en 1875, soit 5 ans après la chute de l'Empire. Il n'empêche que quand on interrogera Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, sur le style employé pour ériger cet édifice, il dira « c'est du Napoléon III ». Tant vraiment l'opéra était emblématique du Second Empire et du rêve, du désir, de l'ambition qu'avait Napoléon III pour Paris. Bon, Stéphane, on va tout de suite aller à l'essentiel. Ah oui. La salle de spectacle, la salle de l'Opéra Garnier qui est assez magistrale, elle est grandiose. Et regarde la coupole. Alors elle est évidemment postérieure, hein, puisque cette coupole elle a été peinte en 1960 par Marc Chagall, mais elle est quand même somptueuse et phénoménale. C'est magnifique. C'est magique, hein. C'est quand même incroyable. Regarde comment elle est conçue cette salle. Elle a été conçue en forme de fer à cheval. Pourquoi? Eh bien évidemment pour permettre au public de voir ce qui se passe sur scène, mais aussi pour permettre au public de voir ce qui se passe dans la salle. Ah oui. On venait pour voir et être vu. Exactement. Le spectacle n'est pas que sur la scène, hein. Il est aussi dans la salle. C'est un lieu de représentation, c'est un lieu mondain. Pendant les représentations, il y a des va-et-vient, ça discute. Les loges des 3 premiers rangs, elles ont des arrière-salles, des arrière-salons. Il y a des rideaux, on pouvait tirer les rideaux pour discuter. On recevait dans la loge. On pouvait recevoir, discuter tranquille. C'était vraiment un lieu de représentation. Il y a une chose qui me fascine toujours ici. Est-ce que tu vois, ça c'est la loge de l'impératrice, ça c'est la loge de l'empereur. Oui. Et on les distingue par un détail. La loge de l'empereur, il regardait en face la loge de l'impératrice et les cariatides ont les seins nus. Alors que l'impératrice Eugénie, qui était une femme très catholique, très prude, elle avait exigé qu'on couvre la poitrine des cariatides et c'est la raison pour laquelle elle voyait des femmes vêtues dans la loge de l'empereur. C'est une belle histoire. Et une autre chose qu'on doit à Charles Garnier. C'est quoi? C'est la couleur rouge dans les salles de spectacle. C'est vrai que le rouge, c'est symbole du théâtre. Ouais. Exactement. C'est Charles Garnier qui a imposé le rouge. Parce qu'autrefois, c'était du blanc, du bleu, du vert. Mais Charles Garnier a remarqué que c'était plus flatteur pour le teint des dames. Et donc depuis... Mais c'est vrai. Mais oui. Mais ça vous va très bien, le rouge. C'est formidable. Non, mais c'est vrai. Formidable. Tiens, d'ailleurs, moi j'ai une autre histoire aussi. Vous savez, quand on parle de l'opéra, on ne peut pas ne pas parler de cette légende qui l'accompagne, à savoir le fantôme de l'opéra. Le fantôme de l'opéra, ça vous parle? Est-ce que vous connaissez cette histoire? En fait, la légende du fantôme de l'opéra, elle a démarré en 1873. Il y a un jeune pianiste qui s'appelait Ernest et qui composait dans l'ancien opéra de Paris, qui était du côté de la rue Lepelletier, une marche nuptiale parce qu'il allait se marier avec une danseuse de l'opéra. Malheureusement, il y a un incendie qui va ravager l'opéra Lepelletier. Ernest, qui y composait, va en réchapper de justesse. Sa fiancée, elle, va mourir dans les flammes. Pétri de douleur, notre Ernest va alors se réfugier dans le chantier du nouvel opéra, ici, dans les sous-sols, et il va achever la marche nuptiale qu'il composait pour son mariage, qui n'aura jamais lieu. Petit à petit, les techniciens, les danseurs, les opérateurs de l'Opéra de Paris vont commencer à entendre, dans le nouvel opéra, des notes de musique, des notes de piano. Ces notes, c'est évidemment cette marche nuptiale qui va achever dans les sous-sols. Il va venir la finir ici, soi-disant, selon la légende. On va même commencer à voir des ombres, des fantômes, un homme défiguré, parce qu'il aurait été défiguré par les flammes de l'incendie, tu vois. On n'y prête pas trop attention, jusqu'au moment où il va commencer à vraiment se passer des événements bizarres dans l'Opéra de Paris. Le 20 mai 1896, le contrepoids de l'énorme lustre de l'opéra se décroche et tue la spectatrice assise à la place numéro 13, et les drames se succèdent. On va avoir une ballerine qui va tomber de la galerie, elle va tomber sur la 13e marche. On a retrouvé un jour un machiniste étranglé. On a dit pendu, mais en fait il n'y a pas de corde, il n'y a pas d'arme du crime, il n'y a pas d'explication, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas non plus pourquoi la jeune chanteuse soprano Christina Nilsson est ensorcelée par une voix. On va avoir une soprano qui va dire qu'elle entend des voix chaque nuit, qui l'invite à se déplacer, qui l'appelle, telle une sirène, dans les couloirs. Mythe ou réalité, ces faits divers fascinent l'écrivain Gaston Leroux. Il en fait la matière de son roman Le fantôme de l'opéra en 1910. Ernest, le jeune compositeur du 19e siècle, devient Éric, ce fantôme maléfique qui se cache dans les sous-sols de l'opéra. Au fond, le contrepoids du lustre peut tomber par accident, mais non, avec lui, ça va être
la main diabolique du fantôme de l'opéra, et tous les malheurs qui vont arriver au Palais Garnier ont pour auteur ce personnage. Ces phénomènes étranges perturbent même des années plus tard les différentes représentations de la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra dans le monde entier. Annulations, problèmes techniques, incendies, à tel point qu'on commence à parler de malédiction. Le fantôme de l'opéra est à l'Opéra de Paris ce que Quasimodo est à Notre-Dame. Ce personnage monstrueux, caché, qui fait corps avec le bâtiment, qui en est l'esprit à la fois malveillant et bienveillant. Eh bien, jusque dans la salle de l'opéra, il y a cette légende du fantôme de l'opéra. Parce que figurez-vous que dans cette loge numéro 5, tous les soirs, il y a un personnage mystérieux, énigmatique, qui se présentait comme le fantôme de l'opéra, qui réservait la loge 5 pour les représentations. Et il rançonnait le directeur. Il réclamait 20 000 francs, et si on ne le payait pas, il menaçait de tuer des gens qui avaient assisté à la représentation. Et en fait, ce qui est formidable dans les légendes, c'est qu'il y a une part de vrai, une part de faux, mais ça fait des merveilleux récits. Ils racontent bien les histoires, hein, Laurent. Oh mais Ernest, non mais c'est grâce à Ernest. Là, merci pour lui. Allez. Je vais faire passer un chapeau là, si quelqu'un a un chapeau. Voilà, alors regarde, bienvenue dans le grand foyer. Hein. L'architecte de l'opéra, Charles Garnier, va concevoir ce grand foyer un peu comme une galerie de château. Hein, on a la sensation d'être au Louvre, d'être aux Tuileries ou à Versailles, non? À Versailles, avec des miroirs, des lustres, il y a tout. Exactement, c'est un lieu très mondain, tu vois, où on se montre, c'est spectaculaire, là encore. Regarde les lustres. Garnier va les positionner de telle façon qu'ils puissent être visibles depuis la rue. C'est un lieu d'apparat, tu vois, c'est un endroit où on se montre, c'est éclatant, ça doit être sensationnel, ça doit en jeter, ça en jette. Regarde, tiens, Charles Garnier. Il est là, en plein centre. The architect. The guy who built. You see? He built the opera. Ah, vous êtes français aussi, français. Ah bon? C'est Charles Garnier, c'est lui. Et tu sais qu'il n'est pas que là. Hein. Est-ce que vous savez où ailleurs dans le foyer Charles Garnier? Regardez, il est là, le buste doré en haut. Voilà. C'est lui. En Apollon. J'ai mieux à vous montrer. Venez, venez, suivez-moi. Pardon, monsieur, excusez-moi, bougez pas. Regardez, vous voyez là-haut? Regardez. Ah, il est planqué dans la lucarne. Tu vois le petit angelot là, derrière l'angelot, il est coincé, il est peint avec sa petite moustache fine. Vous le voyez? Dans l'ombre un petit peu. Il s'est fait représenter par Paul Baudry. Dans le coin. Laurent, est-ce que tu sais que c'est la première fois dans l'histoire de l'architecture qu'un architecte signe son œuvre de son nom? Dans la rotonde des abonnés, eh bien, il a gravé son nom, Jean-Louis Charles Garnier, architecte 1861-1875. Mais c'est vrai qu'il est un peu partout quand même. Il est partout ici. Et quelle perspective, t'as vu un peu, regarde, la vue sur le Louvre quoi. Bah tiens, allons voir, allons voir. Allons au balcon. De toute façon, à l'opéra, il faut être vu, il faut se montrer. Il faut aller au balcon. N'empêche, hein, quel architecte extraordinaire pour un bâtiment aussi extraordinaire. Et tu sais, le plus fou dans cette histoire, c'est quand ça a été inauguré en 1875, après la chute de Napoléon III, eh bien Charles Garnier n'a pas été invité. Il a dû payer sa place pour l'inauguration de son opéra parce qu'on lui faisait en quelque sorte payer le prix de sa fidélité à Napoléon III et au Second Empire. Bah, en tout cas, quand tu vois l'opéra et ses fastes, t'imagines un peu à quoi ressemblait le Second Empire. Ah oui. C'est une période où la misère la plus épouvantable, malheureusement, côtoie la richesse la plus exubérante. Il faut dire que Haussmann, il cherchait partout les financements pour ses grands travaux, donc la spéculation immobilière va bon train. Voilà, avec des gens qui vont se faire des fortunes en un instant, en un claquement de doigts. On mise énormément et on gagne énormément sous le Second Empire. En 17 ans de travaux, une nouvelle économie se met en place. Bonjour au capitalisme moderne. Avant Haussmann, Paris, c'est du domaine public. C'est une grande ville, elle est gérée avec les deniers publics. Après Haussmann, Paris, c'est un business. Car pour financer les travaux, Paris cherche 1,4 milliard de francs, soit 14 milliards d'euros actuels. Et si les banques que l'on connaît voient le jour, le Crédit Foncier, le Crédit Lyonnais ou la Société Générale, Haussmann emprunte surtout auprès d'une banque aujourd'hui disparue, le Crédit Mobilier.
Les sommes d'argent nécessaires sont tellement fortes qu'il faut créer une banque particulière qui va permettre de trouver les capitaux. Une fois qu'on aura construit des immeubles de qualité, forcément que le prix du mètre carré va augmenter. Là, on parle de 3 millions, de 4 millions, de 10 millions, qui deviennent 30 millions ou 50 millions. Derrière cette banque, il y a deux frères, Émile et Isaac Pereire. Ces hommes d'affaires pionniers des chemins de fer mettent sur rail les lignes Paris-Saint-Germain-en-Laye et Bordeaux-Bayonne. La modernisation de Paris est l'occasion de faire fructifier ce business ferroviaire. Les Pereire ont tout intérêt à ce que le trajet d'une gare à l'autre soit raccourci par les moyens d'une avenue rectiligne. Donc les Pereire vont vraiment contribuer auprès d'Haussmann à l'édification de la ville nouvelle. Car leur fortune de 200 millions de francs or, un pactole de plus d'un demi-milliard de nos jours, leur permettent de bâtir la rue de Rivoli et de transformer la plaine Monceau. Autour de l'Opéra Garnier, le cash des frères Pereire finance le Grand Hôtel, l'un des plus grands palaces de Paris, inauguré en grande pompe par l'impératrice Eugénie en 1862. Avec son restaurant, le Café de l'Appel, l'établissement devient rapidement un carrefour de la vie artistique du 19e siècle et porte toujours les traces de cet âge d'or où les fortunes se font au rythme de ce capitalisme flamboyant. Le quartier de l'Opéra, autrefois destiné aux classes moyennes, a été massivement détruit pour être reconstruit dès 1864 selon les plans du préfet Haussmann. Ces travaux titanesques, qui vont durer 15 ans, entraînent d'importantes expropriations et donnent naissance à une habitation d'un nouveau genre, l'immeuble haussmannien. Avec ses logements flambant neufs, Haussmann impose sa vision de la ville, mais aussi des règles sociales que Laurent va faire découvrir à Stéphane au travers d'une expérience extraordinaire. Voilà, hein, avenue de l'Opéra, on est vraiment dans du Haussmann pur et dur, tu vois. Elle est belle cette avenue, elle est très large. C'est les Champs-Élysées du quartier. Ouais. Parce que Haussmann voulait une sublime perspective qui menait du palais Garnier, l'Opéra, à un autre palais, le Louvre. Là où il habitait, les Tuileries. Exactement. S'il a pu mettre en œuvre ce projet incroyable, pharaonique, c'est qu'il a pu dégager littéralement le quartier et dégager tout le monde. Il a exproprié tous les propriétaires des lieux avec ce fameux décret de 1852. Alors bien sûr, les gens qui étaient expropriés étaient indemnisés, mais ça n'empêche pas les drames humains. Aujourd'hui, personne ne remet en cause les grands travaux d'Haussmann, ils étaient nécessaires. Mais c'est vrai que le drame que tous ces gens, ce qu'ils ont vécu, c'est terrible quand même. Mais ça, Haussmann, il s'en moquait. Il avait une vision pour Paris. D'ailleurs, lui-même, il ne va pas hésiter à faire détruire la propre maison dans laquelle il avait grandi, d'enfance, du côté du boulevard Haussmann. C'était nécessaire. Et quand tu vois le résultat, c'est quand même pas mal. Alors, ce qui frappe immédiatement quand on est avenue de l'Opéra, c'est surtout l'alignement des murs, la régularité des hauteurs. Avec Haussmann, on va faire en sorte de construire en fonction de la largeur des rues. C'est-à-dire que plus la rue est large, plus les immeubles sont hauts. À l'origine, cette avenue, c'était pas l'avenue de l'Opéra, mais c'était l'avenue Napoléon, en l'honneur de Napoléon III. Voilà, c'était son avenue. Et alors, qu'est-ce que je voulais te montrer comment ça? Il est où? Je sais pas. Ah, bah voilà, regarde. Voilà un immeuble haussmannien typique. Là, ça, c'est du Haussmann, tu vois. Alors, c'est pas Haussmann qui va inventer l'immeuble de ce type haussmannien. Il va les codifier et il va les généraliser. Voilà. Pour tout ce qu'il va construire, ça sera dans ce style-là. Et c'est vraiment typique pour l'époque. On a d'abord l'emploi de la pierre de taille. Oui. Ensuite, on a au deuxième étage des balcons filants. Ah oui. Voilà. On les retrouve d'ailleurs au 4e et 5e étage parfois pour assurer l'harmonie de l'immeuble, de l'ensemble. On voit aussi l'utilisation du zinc. Grande nouveauté pour l'époque, le zinc. L'extérieur est extrêmement codifié, mais l'intérieur aussi. Et là, j'imagine que tu as envie de me dire, mais comment c'était à l'intérieur? Oui, c'était comment à l'intérieur, Laurent? C'était comment à l'intérieur? Oui, c'était comment à l'intérieur? On lève le rideau? Ah, on peut? Ah ben regarde. Regarde-moi ça. Envers du décor. Waouh! Voilà comment c'était à l'intérieur. Et comment tu arrives à ouvrir les immeubles? Un peu de magie. À l'intérieur aussi, comme je te le disais, c'est codifié. Il y a une véritable hiérarchie sociale en fonction des étages. Les occupants ne sont pas les mêmes d'un étage à un autre. On a le rez-de-chaussée réservé aux commerçants. L'entresol, ou le premier étage, réservé aussi aux commerçants. C'est en quelque sorte leur arrière-boutique.
le deuxième étage, le fameux deuxième étage. L'étage noble. Les bourgeois les plus aisés qui s'y installent. C'est la plus grande hauteur sous le plafond. On voit d'ailleurs l'appartement. C'est beaucoup plus lumineux. Ah oui, les fenêtres, regarde, c'est beaucoup plus grand. Il y a le balcon filant. C'est là où il y a le plus de lumière, etc. Ensuite, plus tu gagnes de la hauteur et plus ça s'appauvrit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'ascenseur. Ah oui. Donc tu peux monter sans trop te fatiguer jusqu'au deuxième étage, mais après ça commence à être un peu plus dur. Donc c'est moins cher. Ce qui est fou, c'est qu'en fonction de l'étage où tu habites, eh bien tu es jugé socialement. Exactement. Et ça finit d'ailleurs dans les combles avec les domestiques, le personnel de maison qui travaillait pour les étages nobles en dessous. D'où l'expression les chambres de bonne. Exactement, en c'est fait, là. le personnel vivait sous les combles. Alors maintenant, les gens ont réuni les chambres de bonne pour faire des appartements sous les toits. Mais regarde, à l'époque, c'était juste une chambre. C'était des petites cellules de moines, hein, bien sûr. C'est incroyable. Et alors attention, parce que ce qui était cruel, c'est que les domestiques, ils n'avaient pas accès aux escaliers principaux. Ah oui. L'escalier principal, d'honneur, etc. Non, 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 non. Les riches bourgeois qui occupaient les étages nobles, les invités, etc. Quand on recevait, fallait pas croiser les domestiques. Donc, on va créer l'escalier de service qui menait directement aux chambres de bonne, des combles, les chambres de bonne, aux cuisines des étages nobles. Tu vois, tout est hiérarchisé, tout est extrêmement structuré et cette restructuration de l'intimité, du quotidien des gens chez eux, ça va vraiment bouleverser toutes les habitudes des Français sous le Second Empire. Derrière cette façade se cache une révolution sociale. Il n'y a plus d'immeubles dévolus aux riches ou aux pauvres, tous se retrouvent dans le même quartier et sous le même toit. Chaque immeuble réunit plusieurs familles de classes sociales différentes. Ce brassage social, c'est sans précédent. Au Moyen-Âge, vous aviez des quartiers où on regroupait des métiers ou des corporations. L'immeuble haussmannien est aussi synonyme de modernité et de confort. Petit à petit, les logements vont se doter de l'eau courante. Un bouleversement des habitudes, car avant Haussmann, l'eau était un luxe qu'il fallait acheminer à la force du poignet. On doit la faire porter dans les immeubles, on la fait porter dans les étages, ça coûte très cher. Dans toutes les maisons parisiennes, on fait une toilette de chat. On l'a vu dans les films d'époque, les Zola, on a un broc et une cuvette. L'arrivée de l'eau potable, c'est une révolution parce que l'eau, elle arrive au robinet. Trivialement, on se sert à l'intérieur de sa maison. Il n'y a plus de vendeur d'eau. On va dans sa cuisine, on ouvre le robinet et on a de l'eau. Au début de l'Empire, il y avait à peu près une maison sur 5 qui avait l'eau courante. À la fin, c'est une maison sur 2. Les habitants abandonnent aussi la cuisine au feu de bois et l'éclairage à la bougie. C'est l'arrivée du gaz. Au début réservé aux plus riches, il gagne peu à peu tous les étages. Et tous ces progrès font de l'immeuble haussmannien un standard qui inspire les décennies suivantes. Tiens d'ailleurs Stéphane, est-ce que tu connais une mesure qui date de cette époque, et du fameux décret de 1852? Ça concerne les immeubles haussmanniens, ça peut d'ailleurs faire un petit peu et souvent grincer des dents. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça concerne les immeubles, ça fait pas plaisir, surtout pas aux propriétaires. Des obligations? Une obligation. Des travaux? Des travaux, ça concerne les immeubles. Là on le voit pas parce que justement on est à l'intérieur, on ne voit plus là. Façade, le ravalement de façade. Ça date de cette époque. Et oui, Haussmann, il voulait un Paris propre, pur, nettoyé, assaini. Et bien ça concerne aussi les immeubles qui devaient être nettoyés. Et du coup, ça plaît pas aux propriétaires, parce que c'est un surcoût. Ça plaît pas non plus aux locataires, parce que ça entraîne une augmentation de loyer. Il va y avoir une augmentation dans Paris de près de 300% du loyer. La pression est tellement trop forte que du coup ça va chasser les ménages les plus modestes des centres-villes pour gagner les périphéries. Alors les gens vont protester, on va se plaindre, on va contester, mais n'oublions pas qu'on est sous l'Empire, et qui dit Empire dit plein pouvoir. La contestation est extrêmement limitée. Les journaux, la presse, quand on protestait, la liberté de la presse, eh bien c'est comme au foot. Quand on contestait une mesure de l'empereur, bing, avertissement, carton jaune. Tu recontestes l'empereur, carton rouge, le journal est suspendu. Non, ça plaisantait pas à l'époque. D'ailleurs, Haussmann, dans ses mémoires, va justifier ce totalitarisme en disant que lui, il a vraiment privilégié la qualité de l'espace public. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est un immense chantier qui est colossal, qui est novateur. Alors forcément, ça crée des oppositions. Il y a des gens qui sont réfractaires. Et l'un des plus célèbres opposants, c'est Jules Ferry, qui avait d'ailleurs écrit, en faisant allusion aux contes d'Hoffmann, les contes fantastiques d'Haussmann. Et parce qu'il contestait évidemment ces budgets, ces sommes qui étaient hallucinantes. Bref, il y avait beaucoup d'opposition. On se prend un petit café?
Bah si tu veux, Hein je t'invite. Regarde, moi je veux bien que tu m'invites. Pour une fois. Invité aussi, hein. Ou tiens, regarde, on va se mettre à cette table. Moi, je vais prendre cette place. Tiens, justement, puisqu'on en est à parler du quartier de l'Opéra, tu sais que dans le quartier, il y a un immeuble qui va avoir un succès phénoménal. Qu'est-ce que c'est? Le Printemps. Ah, le Printemps, ça c'est une innovation. Les grands magasins, c'est une pratique qui va se généraliser sous le Second Empire. Il y avait déjà eu le Bon Marché sur la rive gauche. Bien sûr. Et bien c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Ici sur la rive droite, va se créer en 1865 le Printemps. Donc c'est un monsieur qui s'appelait Jules Jaluzeau qui va faire le pari fou d'installer ici, dans le quartier de l'Opéra, un grand magasin. Pourquoi c'est un pari fou? Parce qu'à l'époque, ici, c'est un peu excentré, hein. On n'est pas dans le Paris historique, prestigieux, c'est un peu à l'écart. En plus, comme je te l'ai dit, c'est en travaux. Mais bon, Jaluzeau, il mise sur le quartier et il a raison parce qu'il devine que ça va devenir l'épicentre vraiment du Paris prestigieux d'Haussmann. Il sait que ce quartier-là, ça va attirer une foule de touristes, des bourgeois, des riches, etc. Très vite, ça va cartonner, ça va avoir un succès incroyable. Là où il y a une révolution sociale quand même, c'est que les femmes peuvent aussi circuler librement. Oui. Elles sont accompagnées de leur mari, certes, mais elles peuvent circuler librement dans le grand magasin pendant que les maris ont un salon réservé où ils peuvent lire leur journal pendant que mesdames peuvent essayer et choisir. Exactement. Alors les grands magasins vont aussi faire sensation avec une autre nouveauté qui date de cette époque et qui va cartonner encore aujourd'hui, l'arrivée des soldes. Si les premières soldes apparaissent avec Simon Manoury, le propriétaire du magasin Le Petit Saint-Thomas, elles se popularisent ensuite dans les grands magasins de Paris grâce à Aristide Boucicaut, le propriétaire du Bon Marché, qui organise des ventes à prix réduit juste après Noël. Il se rend compte que sa clientèle a tellement dépensé que d'abord elle déserte un peu son magasin en janvier. Il va sortir des réserves tout le blanc, c'est-à-dire les draps, le linge de maison, les nappes, même les rideaux, les voilages, et on le vend pas cher. Ce linge de maison vendu à bas prix lance la semaine du blanc. Mais c'est Jules Jaluzeau, le fondateur du grand magasin Le Printemps, qui fait des soldes une véritable innovation commerciale. Plutôt que de camoufler des produits passés de mode ou défraîchis, il les vend à prix cassé 2 fois par an. Le grand magasin, c'est le début de la consommation de masse. Et la consommation de masse a donné naissance à toutes les attitudes de marketing qu'on connaît aujourd'hui. Le succès est immédiat, les clientes fortunées ou modestes raffolent de l'idée de Jaluzeau. Et le Printemps devient l'un des temples du commerce parisien, suivi peu de temps après par les Galeries Lafayette. Mais cette coutume née à l'âge d'or du capitalisme engendre aussi ses premières victimes. C'est la première fois que les femmes de la bonne bourgeoisie se ruinent par consumérisme, parce que c'est du shopping outrancier. Ce qui crée leur perte, c'est d'acheter, 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 parce qu'elles ont une fièvre, la fièvre du shopping. Une fièvre qui, plus de 150 ans après, s'empare toujours des clients 2 fois par an. Alors, les grands magasins vont aussi être porteurs de tas d'innovations, comme par exemple l'arrivée de l'électricité. D'abord pour les grands magasins, avant que ça se génère. L'électricité, comme on l'appelait. L'ascenseur. Oui, l'ascenseur. Au bonheur des dames, Zola. Il est fasciné par l'arrivée de l'ascenseur. Et bien ça commence dans les grands magasins. Tu sais qu'au 19e siècle, il y a tout un tas, tu as raison de le souligner, d'innovations technologiques. Mais il y a surtout une révolution, c'est l'exposition universelle. Et j'aimerais vraiment t'emmener maintenant, si tu acceptes, au Champ de Mars pour te montrer un bâtiment extraordinaire qui a été créé spécialement pour l'exposition universelle de 1867. Tu veux bien le voir? Je te suis. Eh bien, on y va comment? On y va en métro. D'accord. J'ai un ticket. Pour découvrir ce bâtiment extraordinaire, direction le Champ de Mars, entre la Tour Eiffel et l'école militaire, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est ici que Napoléon III a choisi de faire construire le gigantesque palais qui a accueilli l'exposition universelle de 1867. Un palais aux proportions démesurées, à la hauteur des ambitions de l'empereur, et que Stéphane s'apprête à faire revivre. J'adore ces jardins, c'est des jardins magnifiques. C'est là que s'est déroulée la 2e plus grande exposition universelle en France. Il y a eu celle de 1855 et celle de 1867, voulue par Napoléon III comme un événement grandiose. Il faut dire qu'une exposition universelle, c'était quand même un événement formidable. Le monde entier défilait à Paris, on montrait toutes les innovations.
Paris devenait la capitale mondiale. Surtout que ça tombait bien parce que Paris avait été complètement transformé par le baron Haussmann et pour parachever ses travaux, Napoléon III décide de faire ici l'exposition universelle. Et on construit pour l'occasion un monument incroyable. Alors est-ce que tu veux voir ce bâtiment grandiose qui a fait rêver tous les Parisiens en 1867? Et pas que les Parisiens, le monde entier. Ah ben oui, ah ben je serais ravi. Oui, alors c'est où? Eh ben regarde, là, le voilà. Ah. Impressionnant, hein? Oh là là, mais c'est colossal. C'est énorme. Regarde, la proportion, c'est 2 fois le Stade de France. C'est comme si tu avais 2 Stades de France collés l'un à côté de l'autre. C'est un bâtiment ovale qui fait 490 mètres de large sur 380 de long. Et ça rentrait dans le Champ de Mars? Le Champ de Mars à l'époque, c'était pas le même. Là aujourd'hui, ce que tu vois, le Champ de Mars, c'est 24 hectares. À l'époque, c'était 67 hectares. Essaye d'imaginer cet endroit sans la Tour Eiffel, sans les avenues de chaque côté du Champ de Mars. Tout ça n'était pas loti. C'était un immense champ, vraiment. D'où son nom, le Champ de Mars. Imagine-toi qu'en seulement 2 ans, on a construit cet incroyable palais ovale de l'exposition universelle. Mais il a quand même fallu 26 000 ouvriers pour le construire. Oh là là, il est impressionnant, Laurent, ce palais omnibus. Mais pourquoi on l'appelait omnibus? Tu vois la proximité de la Seine? Toutes les 10 minutes, il y avait des bateaux qui faisaient les retours, qui amenaient les visiteurs. Et il y avait aussi des hippomobiles. Donc on l'appelait, comme il s'arrêtait partout, omnibus. Après le palais des sports, le palais des transports. C'est le palais omnibus Omnisport. de tous les records. 35 000 tonnes d'acier, avec des millions de rivets. Il y avait 74 km d'allées, de galeries, 32 pays représentés, 50 000 exposants, dont 16 000 Français. T'as vu ce couloir extérieur qui fait le tour de tout le bâtiment? C'est très impressionnant. Non, il fallait impressionner le monde, évidemment. Tout ça à cause de 1851. C'est là que tout commence. En 1851, Napoléon III est invité de la reine Victoria. Il va à Londres. On crée le Crystal Palace, dont tu as certainement entendu parler. Il veut rivaliser. Il crée donc l'exposition universelle 1855. Et tu sais que ça s'est joué à 2 doigts. Messieurs les Anglais tiraient les premiers, peut-être, c'est eux mais la première exposition universelle. Pardon, s'il n'y avait pas eu d'opposition, je peux te dire que franchement, la palme, elle nous revenait. On est le premier pays à avoir imaginé l'exposition universelle. Avant les Anglais? Avant les Anglais. En France, dès le lendemain de la Révolution, on crée une immense foire avec des expositions publiques des produits de l'industrie française. Leur objectif, devenir la vitrine des innovations du pays. La première fois qu'on en a proposé, qu'on a eu l'idée de faire une expo de ce type, c'était en 1798, c'était sous le Directoire. C'est une idée française. 50 ans plus tard, le gouvernement français lance l'idée d'une exposition internationale, mais les industriels ont trop peur de l'espionnage et refusent de voir des produits étrangers dans leurs allées. Les Anglais, eux, ont plus d'audace. Les Anglais ont été assez impressionnés par la 11e exposition des produits de l'industrie française, qui avait eu lieu en 1849. Et ils ont tout de suite l'idée de la reproduire en Angleterre, mais d'en faire un événement international. Ils se précipitent et ils lancent, si vous voulez, le concept de l'exposition universelle avec celle de Londres. Pour cette première exposition universelle de l'histoire, les Anglais élèvent le Crystal Palace, un bâtiment révolutionnaire, un monstre de plus de 4000 tonnes de fonte et de verre qui accueille le quart de la population britannique. Face à ce succès colossal, Napoléon III ordonne la construction du Palais de l'Industrie sur les Champs-Élysées pour la première exposition universelle en France. Le Palais de l'Industrie, c'est un lieu à la fois extraordinaire d'un point de vue technique, puisque il y a une portée en fer et en fonte
qui est tout à fait inédite, qu'on n'avait jamais auparavant imaginée. Mais ce palais de l'industrie est moins ambitieux, moins beau et surtout 2 fois moins grand que le Crystal Palace. À tel point que Napoléon III doit faire construire en urgence une nouvelle galerie le long de la Seine pour accueillir les locomotives, bateaux à vapeur et autres turbines. Pour la 2e édition française, Napoléon III exige des directeurs de l'exposition de se surpasser. Les projets se succèdent et celui du Champ de Mars finit par l'emporter contre toute attente. Napoléon III n'était pas très satisfait de la première exposition aux Champs-Élysées en 1855. Et donc il voulait quelque chose de plus grandiose. D'où ce palais omnibus. De toute façon, il n'était pas emballé par les projets de 1867. Il y a un des 2 directeurs de l'exposition universelle qui s'appelait Leplay, qui a dû se battre comme un beau diable parce que les gens en face, à la commission impériale, ils ne trouvaient pas ça convaincant. Ni Napoléon III et surtout pas Haussmann. Haussmann s'y opposait, il trouvait que c'était trop cher, l'emplacement n'allait pas, etc., etc. Bref, Leplay va devoir se battre vraiment pour obtenir gain de cause. C'est ce qui va être le cas, ça va voir le jour. Et on dit que c'est à partir de cette époque que Haussmann lui-même mettra plus les pieds à la commission impériale. C'était un peu le symbole. Haussmann avait tort, regarde, Haussmann avait tort. D'abord, contre toute attente, c'est un immense succès. Ce palais omnibus attire un monde fou. Et puis surtout, ça révèle d'abord les savoir-faire français. Et tu sais, il y avait cette guerre franco-anglaise sur la céramique, sur le textile, la dentelle qui explose, ça devient formidable. Les premières machines à laver le linge. Mais c'est ça qui était bien. C'est ça qui était bien dans les expositions universelles, c'est qu'il y avait un petit côté foire-fouille, quoi. Ça rivalisait d'audace, de trouvailles, d'ingéniosité. C'était un peu dingue, quoi. C'était un joyeux foutoir à l'intérieur, quand même. C'est le lieu de toutes les expériences. Imagine-toi qu'il y avait même un aquarium dans lequel plongeait un scaphandrier au milieu de 800 poissons. Et ben c'est ce qui inspirera Jules Verne pour 20 000 lieues sous les mers. Et de même, tu sais que comme Haussmann a construit des immeubles en hauteur, eh bien Otis présente son premier ascenseur dans le palais omnibus. Et c'est un détonateur, quoi, un détonateur à idées. Ce qui est incroyable aussi, c'est que l'exposition universelle permet évidemment non seulement au monde entier de venir voir Paris, mais aux Parisiens de découvrir le monde entier, parce qu'on ne voyageait pas comme on voyage aujourd'hui. Et donc ils allaient d'un pavillon à l'autre, ils découvraient le monde entier qui arrivait ici à Paris. Lors de l'exposition universelle de 1867, Paris devient le centre du monde pendant plusieurs mois. 7 millions de visiteurs s'y pressent et parmi eux, 57 chefs d'État. Toutes les têtes couronnées se retrouvent à Paris. On retrouve à la fois le futur empereur Guillaume, on retrouve François-Joseph, on retrouve également le Shah de Perse, même le futur roi d'Angleterre vient ici parce que c'est le lieu où il faut être. Autour du palais omnibus, le public découvre les tout premiers pavillons de l'histoire qui présentent la culture et l'architecture de chaque pays. Le Champ de Mars se transforme ainsi en une promenade à travers le monde. Il y a le pavillon de Siam qui propose une pagode bouddhiste. On voit exactement ce qui se passe chez le sultan à Constantinople, chez le Shah de Perse. Donc c'est un monde tout à fait nouveau qui s'ouvre. Les visiteurs dévisagent les 8 sphinx du palais égyptien, admirent le palais tunisien et le théâtre chinois et pénètrent dans ces adorables petites isbas, les habitations traditionnelles des paysans russes. Ce qui est extraordinaire aussi pendant cette exposition de 1867, c'est qu'on découvre surtout une gastronomie qui vient du monde entier. On découvre à la fois des mets qui viennent par exemple d'Afrique, qu'on n'avait encore jamais découvertes. Le thé, il y a certaines plantations qui viennent d'Asie, de Chine. Et la délégation japonaise fait sensation quand elle présente la toute première cérémonie du thé en France. Cérémonie qui lui vaut une médaille d'argent remise en main propre par Napoléon III. C'est quand même magnifique. Et là, j'ai envie de te poser la question rituelle, quoi. Mais pourquoi ça n'est plus là? Pourquoi il a disparu? Ça s'appelle le Champ de Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre. Ce terrain appartenait à l'armée. Et l'armée voulait récupérer ce champ de manœuvre militaire. Cela dit, c'est vrai que ça a toujours été le centre des expositions. Par exemple, tu te souviens, 1878, on l'avait vu. Il y a le Trocadéro. Exactement. Tu te souviens, on avait même fait une émission sur l'exposition de 1900. Avec cette fameuse porte Binet. Bien sûr. J'ai passé sous silence 1889 avec la vieille mademoiselle qui est au-dessus de nous. Donc tu vois, on revient toujours au Champ de Mars finalement. C'était vraiment l'épicentre des expositions universelles. Tu sais que ce qui est dommage, c'est que la dernière exposition universelle française
a eu lieu en 1937. Ouais. Et rien depuis. Alors, on sait que 2020, ça va se passer à Dubaï. En 2025, c'est à Osaka. Sauf qu'en 2025, on était candidat, nous, la France. Et justement, tu sais qu'on avait un formidable ambassadeur de la candidature française à l'exposition universelle. C'est Cédric Villani. Bonjour Cédric. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Alors, pourquoi l'exposition universelle, c'est à ce point important, Cédric? Pourquoi? L'exposition universelle, c'est universel. C'est le moment où vous invitez le monde entier chez vous, ensemble, pour réfléchir, pour montrer le futur. De quoi demain sera fait. Chacun est fier de présenter ses dernières innovations. Pas trop déçu pour 2025? Je suis sûr que la France aura à cœur de remettre sur pied un beau projet. La France a besoin de réaffirmer sa fierté. La France, c'est le pays fermement convaincu qu'elle a un devoir de montrer la route du futur aux autres pays. Il y a une chose incroyable, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Laurent, c'est que... Je suis souvent d'accord avec toi. Oui, ce sont les pavillons étrangers. Moi, ce qui me fascine d'accord dans les avec lui. expositions universelles, c'est que chaque pays crée un pavillon étranger. et pour montrer... C'est une façon de c'est une vitrine, au fond. C'est un showroom. Pour 2020, à Dubaï, on a un pavillon qui reflète notre volonté d'aller vers le développement durable, vers Le l'écologie. pavillon français, d'abord, ce qui est particulier, c'est qu'il est tapissé de cellules photovoltaïques. Ouais, ça fait des petites touches impressionnistes à la Claude Monet. un peu. Ah, c'est pas mal. Oui, et en plus, il y a un rappel artistique sur les nymphéas, donc ils insistent sur l'art, la tradition française, le raffinement. Et c'est vrai que Dubaï, par exemple, maintenant les expositions universelles, elles naissent ex nihilo. C'est-à-dire c'est un champ pétrolifère, c'est le désert qu'on transforme en ville pour accueillir le monde. Mais ce qui est un peu dommage, Cédric, c'est que, regardez, là, ce palais omnibus, c'était au cœur de la ville quand même. Maintenant, on sort des villes. Donc à Dubaï, c'est plus dans la ville. À Osaka, ça va être aussi à l'extérieur. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que 1867, on était encore sous l'Empire. Oui. C'était facile de modifier, de chambouler tout. Haussmann, pendant 17 ans ou quelque chose comme ça d'affilée, il a tout chamboulé, tout ouvert, tout détruit. On lui doit 60% du Paris actuel, bien sûr. Bah écoutez, voilà, j'espère qu'un jour, on va se représenter. On va représenter la candidature de la France. J'espère bien. C'est tellement dans l'identité de la France. Bon, faites ça, essayez de faire ça de notre vivant à Laurent et à moi. Oui, c'est tout ce qu'on vous demande. On va essayer. Faut vous dépêcher pour Stéphane. Merci Cédric, merci beaucoup. Cédric, à bientôt. Ah là là, attends, mais c'est incroyable quand Tu même. portes beau encore. Oui, mais dans 30 ans. Avec les expositions universelles, Paris devient le centre du monde et doit faire face à une affluence exceptionnelle de visiteurs. Une innovation voit le jour et va bouleverser les habitudes des Français. Avec l'exposition universelle et la transformation de Paris sous le Second Empire avec le baron Haussmann, les avenues sont beaucoup plus larges. Pour transporter les gens et pour aller plus vite, on crée un nouveau moyen de transport. C'est l'hippomobile impérial. L'hippomobile? Oui, viens, il y en a un justement qui passe, viens. Bonjour. Bonjour. Regarde. Alors tu vois Laurent, ça c'est une hippomobile impériale. C'est Alphonse Loubat qui installe à Paris la première ligne de tramway en hippomobile. C'était Madeleine Bastille. Alors ça a eu un succès fou. Il y a les grands boulevards. Est-ce que tu sais aussi, toi tu es comédien, tu as fait beaucoup de théâtre. Oui. Quand on dit merde avant un spectacle, tu sais d'où ça vient? Bien sûr, c'était les crottes des chevaux devant le théâtre, ce qui voulait dire qu'il y avait du monde. Exactement. Donc je vous souhaite du monde, donc merde. Plein de merde à un théâtre, ça veut dire qu'il y avait du monde, donc beaucoup de fiacres. Bonjour, alors j'ai mon ticket. Ah oui, c'est ça que tu m'as donné tout à l'heure. Un ticket. Je ne comprenais pas. Tu veux garder en souvenir? Ah bah oui, si ça vous dérange pas. Merci. Oui, je le garde en souvenir, c'est quand même pas mal. Bon, on va aller s'installer. On s'installe en haut? Allez, attends, on va aller sur la théâtre, à l'Impérial quand même. C'est un peu étroit. Quand même, on parle de Napoléon III. On a pris place dans une hippomobile impériale qui d'ailleurs appartient au musée du cheval du Trait. Et puis nous sommes bien entourés, ces messieurs-dames qui font partie d'un groupe qui s'appelle Autre-temps, Autre-danse. Ce qui est formidable, c'est qu'à l'époque, quand on naissait dans un village, eh bien, on y vivait toute sa vie, on s'y mariait et on y mourait. Et bien c'était la même chose à Paris. On naissait dans un arrondissement et on ne voyageait très peu. Des gens n'ont jamais traversé la Seine. Et bien grâce justement à l'hippomobile, il y a une mobilité des Parisiens à partir du Second Empire. C'est vrai qu'à l'époque, on manquait pas d'idées. Et d'ailleurs, la grande idée de Napoléon III
pour Paris, au temps d'Haussmann, ce sera de créer une entrée triomphale dans Paris, hein, vraiment pour bluffer les gens, les nouveaux arrivants comme ça, séduits, estomaqués par la beauté de la capitale. Il fallait une entrée prestigieuse, grandiose. Eh bien, c'est vers là que je propose d'aller maintenant, mon cher Stéphane, parce que cette entrée, elle est encore là. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui un des lieux les plus célèbres de Paris. Et ce lieu incontournable de la capitale, ce sont les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Avec Napoléon III et Haussmann, le quartier va être bouleversé de fond en comble et devenir progressivement le berceau du luxe, des hôtels particuliers et des fêtes somptueuses. Pour faire découvrir à Stéphane l'ampleur des travaux réalisés, Laurent a imaginé une expérience à couper le souffle. On n'est pas bien là? On est super bien. Ce que j'aime bien avec toi, c'est que on prend toujours un peu de hauteur. Ah oui, là j'ai la sensation d'être sur le toit du monde. C'est la plus belle avenue du monde, regardez. Chaque année, plus de 100 millions de visiteurs qui viennent la voir, quoi. C'est quand même sublime, là. Ouais. C'est une des plus chères aussi, hein, tu sais, avec Bond Street à Londres et puis la 5e avenue de New York. Et là, donc, la place de l'Étoile. À l'origine, ça s'appelait même la butte de l'Étoile. Oui. Ensuite, ça s'est appelé la butte de Chaillot, puis la barrière de Neuilly. Et enfin, à partir de 1970, on va la baptiser officiellement la place Charles de Gaulle. Mais malheureusement, ce nom-là n'a pas fait tellement florès, quoi. On est toujours sur la place de l'Étoile. Mais tu sais ce qui va pousser Napoléon III à mettre en valeur à la fois la place de l'Étoile et surtout l'avenue des Champs-Élysées? Eh bien, il va vouloir mettre en valeur l'Arc de Triomphe, décidé par son oncle, Napoléon Ier. Voilà, il va dégager, offrir une sublime perspective. Et petit à petit, cette place de l'Étoile va devenir une porte d'entrée triomphale pour aller rejoindre le palais des Tuileries où habite Napoléon III. Ça va être totalement chamboulé. Est-ce que tu voudrais voir à quoi ressemblaient les Champs-Élysées avant les restructurations de Napoléon III? Tu es capable de faire ça? Mais bien sûr, tu sais que je ne recule devant rien. Regarde, ça ressemblait à ça. C'est très vert, mais oui, en fait. Au XVIIe siècle, les Champs-Élysées, ça n'était qu'une ligne de fuite, une perspective depuis le palais du Louvre, orchestrée par le fameux jardinier de Louis XIV, le nôtre, qui donc, vers l'ouest, a offert au roi Soleil un sublime panorama vers le coucher de soleil. C'était ça, les Champs-Élysées, une percée, une ligne de fuite au milieu des arbres. Et donc petit à petit, ça va se Il y a très peu de maisons. Il n'y a rien, il n'y a rien, c'est désert, c'est complètement désert, on s'y balade pas. Mais quand même, à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec l'agrandissement de Paris qui va être circonscrit dans l'enceinte dite des fermiers généraux, on va être ici sur l'Arc de Triomphe à une barrière d'octroi. Les barrières d'octroi, elles permettaient de contrôler... C'est comme des douanes, en fait. Voilà, c'était l'entrée des marchandises dans la capitale. Et il fallait payer chaque fois qu'on entrait dans Paris. Il y en avait 57. Donc de part et d'autre de l'Arc de Triomphe, tu avais 2 pavillons des douanes qui malheureusement aujourd'hui ont disparu. Mais on en retrouve un qui est similaire, du côté de la Franche-Comté, à Arc-en-Senans, tu sais, vers Salins. Il y en a un qui est parvenu jusqu'à nous. Donc, parce qu'ici, sur les Champs-Élysées, ils auront été détruits. Il faut savoir qu'il y a plein de choses qui vont se passer ici. On va même mettre un hippodrome. Non. Mais là, il y avait un hippodrome ici. Pendant une dizaine d'années, je crois entre 1845 et 1855, il y a un hippodrome qui est placé là. Mais tu sais, Stéphane, c'est avec Napoléon III et son architecte Jacques Hittorf que la place de l'Étoile va passer de 4 avenues à 12 percées. On va en ajouter 8. Et tu sais, la percée, c'est vraiment un terme, un mot emblématique d'Haussmann, ces grandes rues comme ça qui viennent percer, saigner, traverser, fluidifier les villes. 12 avenues, une étoile, 12 percées, les percées si chères à Haussmann. En 17 ans de travaux, plus de 200 km de voies nouvelles sont tracées. Imaginez, c'est la distance entre Paris et Le Havre. Et ces nouvelles rues s'organisent autour d'un axe central.
Le premier axe des travaux d'Haussmann, c'est un axe nord-sud. C'est l'axe qui va relier le boulevard du Sébastopol au boulevard Saint-Michel. Et à cette hauteur-là, quasiment, il va y avoir une croisée. C'est à la hauteur du Châtelet et la rue de Rivoli. Grâce à cette croisée, du nord au sud et d'est en ouest, on peut désormais traverser la capitale sans détour. À partir de cet axe, on ouvre de nouvelles voies progressivement entre 1852 et 1869. Ces grandes avenues favorisent le commerce et les échanges en reliant les gares entre elles. Et Haussmann, qui a le culte de la perspective, utilise les grands monuments de Paris. Il ne suffit pas de tracer des percées rectilignes infinies pour qu'on puisse se déplacer aisément en ville. Il faut encore savoir où on va. Et Haussmann, très intelligemment, va se servir des monuments comme d'une signalétique. Il va inaugurer ce qu'on appellerait aujourd'hui le monument cible. Impossible de se perdre dans ce nouveau Paris grâce aux monuments que l'on voit à l'extrémité des avenues. Et quand ils gênent les perspectives d'Haussmann, ils sont démolis. C'est ainsi que la tour des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Latran et l'hôtel de Bretonvilliers disparaissent sous les pavés. Il y a un prix à payer pour que ce Paris moderne et organisé sorte de terre. Tiens, une autre petite anecdote qui date de cette époque-là. Est-ce que tu sais pourquoi les arrondissements de Paris sont organisés sous la forme d'un escargot? Remarquez que c'est comme ça, oui, ça rayonne comme ça de l'intérieur. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas 20. D'abord, il y en avait 12. Il y en avait 12. Et justement, au Second Empire, quand on est passé de 12 à 20 arrondissements, eh bien, figure-toi que le 13e arrondissement devait être dans l'ouest, dans des secteurs très riches, Auteuil, Passy. Et évidemment, le 13, ça porte malheur. Ils ne voulaient pas entendre parler du 13. En plus, il y avait une expression populaire à l'époque qui disait que quand on se mariait à la mairie du 13e, c'est qu'on n'était pas vraiment marié officiellement. C'est qu'on vivait en concubinage. Donc du coup, ils ont préféré un système en escargot où c'est vers les quartiers plus pauvres, vers l'est, le sud-est de la capitale, que les habitants vont se retrouver affublés du 13e. Je ne suis pas superstitieux. J'aime bien le 13e aussi. En tout cas, ça porte malheur. Moi, je l'ai habité, ça ne va pas porter forcément très chance tout le temps. Et puisque tu aimes les devinettes, j'en ai une autre pour toi. Est-ce que tu sais que cet arc de triomphe n'était pas prévu ici? Alors ça, je ne savais pas. Il était prévu à un autre endroit. Peut-être plus près des Tuileries? Place de la Bastille. Ah, bien sûr. Place de la Bastille, sauf que à cause des sous-sols de la Bastille, c'était trop lourd. Eh bien, c'est trop lourd, 100 000 tonnes. Voilà. Oui, ça pouvait pas tenir. C'est un mastodonte. Donc, on l'a mis là. Alors revenons sur l'avenue des Champs-Élysées. En 1800, il n'y a que 6 maisons, pas beaucoup. Non. Progressivement, ça va devenir le lieu à la mode, on s'y promène et petit à petit, il faut s'y montrer, il faut y être. Donc on va s'y installer et on va faire construire des hôtels particuliers. Il y en a eu plein. Mais maintenant, si tu veux bien, revenons en 2020. Nos fameux hôtels particuliers du Second Empire, ils ont tous disparu. C'est assez regrettable. Ouais. Enfin, quand on cherche, on trouve toujours un petit quelque chose. Eh bien, il y a un hôtel particulier de cette époque qui est parvenu jusqu'à nous. Il est assez spectaculaire, mystérieux, comme d'ailleurs l'était sa propriétaire. Et je te propose d'aller avec moi pour le découvrir. Très bien. Alors tu sais, il y a une rumeur qui dit que si les bourgeois et les riches se sont installés dans l'ouest de Paris au 19e siècle, là, pendant la révolution industrielle, c'était à cause du vent. Parce qu'en effet, les vents dominants à Paris vont d'ouest en est, et du coup, à l'ouest, tu es à l'abri des fumées des cheminées d'usines. C'est pas vraiment vrai. En fait, ça fait depuis 500 ans que c'est vers l'ouest de Paris que se tournent les riches. Si les usines se sont installées à l'est, c'était avant tout pour profiter des réseaux de transport, notamment les gares. La gare du Nord, gare de l'Est, gare Saint-Lazare et le canal de l'Ourcq. Mais bon, si on est sur les Champs-Élysées, c'est pour parler du Second Empire et surtout d'une période qu'on a appelée la fête impériale. Parce qu'avec toutes ces reconstructions, les nouvelles rues, les nouveaux immeubles, eh bien, il y a eu des inaugurations qui se faisaient en grande pompe. C'est à partir de ce moment-là que l'avenue des Champs-Élysées est devenue le lieu de la vie sociale par excellence, de la mondanité, le grand monde s'y retrouvait, quoi. C'est le lieu où il faut se montrer et être vu. S'il y a un régime politique dans l'histoire de France que l'on peut assimiler à la fête, c'est vraiment le Second Empire. Car sous le Second Empire, chaque victoire militaire, chaque visite d'un souverain étranger, chaque nouvelle avenue est un prétexte aux célébrations fastueuses.
Napoléon III en personne avec l'impératrice viennent directement inaugurer ces grands boulevards, Paris, c'est une fête continuelle à la fois des travaux bien sûr, mais aussi des inaugurations successives. Il n'y a pas que frivolité là-dedans, il y a vraiment une volonté politique de montrer que la France est un pays très prospère. Les hauts gradés de l'Empire, qui tracent ces immenses avenues le jour, s'étourdissent dans la fête et le luxe la nuit. Tous les grands dignitaires de l'État sont grassement rémunérés, ont des frais de représentation, ils sont priés de les dépenser jusqu'au dernier centime. D'ailleurs, Haussmann lui-même s'endettera pour pouvoir paraître, pour pouvoir faire la fête. Il y aura donc des cafés, des cabarets, tout un tas d'établissements qui contribuent à faire affluer à Paris une foule de gens qui veulent s'amuser, jouir de la vie. Pendant 17 ans, au mépris d'une pauvreté qui accable les plus modestes, les bals du Palais des Tuileries réunissent toute l'aristocratie européenne dans la capitale. Voulez-vous savoir ce qu'il y a de plus rare à Paris ? Ce sont les Parisiens, dit-on à l'époque. C'est une époque, une sorte de parenthèse enchantée, un souffle incroyable, comme notre pays n'en a pas connu beaucoup. Alors Stéphane, pour te donner une idée du luxe dans lequel vivaient les mieux lotis au Second Empire, Oui. je te propose de venir visiter avec moi maintenant le dernier hôtel particulier de l'époque sur les Champs-Élysées qui est parvenu jusqu'à nous. Il est où? Suis-moi, c'est par là, regarde. C'est là? Ouais. Ah oui. Oh, C'est merci. superbe. Regarde un peu. Viens, Attends, viens, viens. je profite. L'extérieur est assez discret. Regarde la beauté de cet hôtel particulier. On se croirait dans un palais de la Renaissance en Italie, non? C'est classé, c'est un monument historique. Alors aujourd'hui, ça appartient à un club privé, mais sous réservation, on peut visiter. C'est accessible. Et là, tu vois, quand tu rentres, boum, escalier monumental, ça annonce la couleur. Là, on est dans le très très gros luxe. Les torchères de bronze magistrales, regarde toutes les statues, ça en jette. Et la rampe, une rampe en onyx jaune d'Algérie. Franchement, on a envie de descendre dessus, franchement, c'est magnifique. À l'étage, tu as une salle de bain avec une baignoire de 900 kg tout en argent, avec 3 robinets. Eau froide, Eau chaude, eau Le tiède. troisième, il paraît, non, champagne. Allez, on continue? C'est dingue, regarde, là, tu te dis, où est-ce que je suis tombé? Je suis à Versailles, je suis à Vaux-le-Vicomte, là, c'est un palais. Regarde au salon. Pour décorer son hôtel particulier, la propriétaire des lieux, oui, C'est une femme. donc bien d'une femme dont il s'agit, va faire appel aux plus grands décorateurs de l'époque. Si tu regardes le plafond, regarde la magnifique fresque là-haut. Elle te fait penser à quelque chose, non? Oui, le foyer de l'Opéra de Paris. Exactement. Eh bien, c'est le même peintre, Paul Baudry, qui va réaliser cette peinture. Ça représente le jour chassant la nuit. Eh bien, le modèle qui représente la nuit, ça n'est autre que la propriétaire des lieux. Elle s'appelait Esther Lachmann, on la surnommait la Paeva. Et justement, pour nous en parler, j'ai demandé à Virginie Giraud. Bonjour Virginie, ça va? Bonjour Virginie. Historienne, de nous en parler. Parce que ce n'était pas une princesse, ce n'était pas une reine, c'était tout simplement une cocotte. Et oui, et les cocottes étaient ce qu'on appelle en fait des prostituées de haut vol qui avaient des clients extrêmement riches. Et la Paeva était l'une des plus célèbres du 19e siècle. Alors, les cocottes, c'était des sortes d'escort girls en fait, qui étaient très prisées pendant le Second Empire. Elles se faisaient parfois des fortunes colossales avec les hommes qu'elles plumaient littéralement. Il a suffi qu'elle en plume un ou plusieurs? Ah non, plusieurs. Il en a fallu plusieurs. Et puis d'ailleurs, elle a une histoire très très longue puisque tout commence pour elle en 1819 dans le ghetto de Moscou. Elle vient d'une famille pauvre, mais elle racontera qu'elle est la fille du poète Pouchkine ou d'un Romanov, tant qu'à faire. La famille des tsars, c'est plutôt pas mal. Et en fait, elle épouse un tailleur français avec qui elle a un enfant. Elle est malheureuse, elle rêve de la grande vie, donc elle s'en va. C'est pour dire qu'elle a de l'audace quand même à son époque. Elle abandonne son enfant? Tout à fait, oui. Oui, mais elle avait mieux à faire, il faut croire. Et donc, elle passe par Constantinople. C'est là qu'elle apprend un petit peu l'art érotique, puisque c'était la grande capitale des harems, de l'orientalisme. Et puis, elle arrive à Paris, où elle est tout à fait sans le sou, et donc,
elle se prostitue. Elle a d'abord plumé le marquis de la Paiva, dont elle a pris le nom et ce qui lui a permis de rentrer dans le grand monde cette fois, puisqu'elle est devenue marquise. Et une fois qu'elle l'a plumé, elle l'a acheté. Lui s'est suicidé, le pauvre. C'est horrible ce que vous racontez là. Il avait le cœur brisé. Mais bon, elle s'est vite retournée en revanche, ah oui, puisqu'elle a trouvé un homme. C'était une vieille habitude, ça. Et finalement, elle a trouvé un gros poisson. Exactement, un homme encore plus riche, le comte von Donsmarck, qui était beaucoup plus jeune qu'elle et sur lequel elle construit une sorte d'emprise psychique et sexuelle. Et elle va lui prendre beaucoup d'argent pour faire construire ce magnifique hôtel particulier. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle devait avoir un certain niveau. Parce qu'évidemment, ces cocottes, elles n'étaient pas qu'à l'horizontale, il fallait aussi qu'elles tiennent salon. Ah bah Ici, oui, j'imagine qu'elle recevait la terre entière. Ah oui, tout le monde se moquait d'elle. D'ailleurs, il y avait une expression à l'époque, on disait la Paiva, qui paye, y va. Mais tout le monde voulait y être. En fait, on vient chez elle parce qu'il faut absolument y venir. Alors, elle devait être superbement jolie. Elle devait être magnifique et puis elle devait quand même avoir une certaine élégance. L'élégance, oui. On bagousait. Ah bah oui. Ça devait taper quand même. Elle était pas jolie. J'ai un peu peur de vous décevoir, mais non, elle n'était pas très belle, effectivement. Mais la beauté est ailleurs. Ou alors elle était très douée. Alors ça, c'est certain. Par contre, on ne connaît pas ses spécialités. On sait qu'elle ne fréquentait pas les femmes pour se délasser des hommes, en particulier, alors que d'autres cocottes le faisaient. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle rendait les hommes absolument fous. Et d'ailleurs, Donsmarck, son mari, était tellement amoureux d'elle que quand elle est morte à l'âge de 65 ans en 1884, il n'a pas pu se débarrasser d'elle. Il a conservé son corps dans un cercueil de verre dans de l'alcool. Incroyable cette histoire. Ouais, j'ai du mal à imaginer le tableau là. La Paiva dans un bocal. Mais c'est sûr en tout cas que vivre à l'époque avec une demi-mondaine, sous le Second Empire, c'était pas quelque chose de méprisable. Au contraire, c'était un signe extérieur de richesse. Il y avait des gens célèbres comme je crois Manet, il avait une demi-mondaine à ses bras. C'était vraiment les reines de Paris, les cocottes. Certaines d'entre elles sont même devenues de véritables icônes. Sous le Second Empire, on les appelle les lionnes. Elles font rugir les hommes, mais pas à n'importe quel prix. Il faut savoir qu'une nuit avec, par exemple, Blanche d'Antigny, c'est au minimum 500 francs, donc ça fait un peu plus de 50 000 € aujourd'hui. Car ces femmes ne visent que les hommes riches, très riches. Cora Pearl, la célèbre demi-mondaine d'origine anglaise, compte parmi ses clients le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Grâce à l'argent de leurs amants, elles prennent une revanche sur la vie. Ce sont des femmes de plaisir, mais leur but, c'est vraiment de s'enrichir, il n'y a pas de sentiment. Blanche d'Antigny, elle commence littéralement sur le trottoir, elle va plumer un prince russe, elle va vraiment dominer Paris, donc ce sont des destinées romantiques. Ces femmes extravagantes, qui sont souvent de véritables artistes, danseuses ou chanteuses, ont un pouvoir immense sur les hommes. La belle Othello a reçu un jour un homme qui était prêt à dépenser une fortune pour passer une demi-heure dans sa chambre. Elle le reçoit, elle lui fait la conversation, elle lui fait admirer les œuvres d'art. Monsieur est tout content et puis la demi-heure est passée. Il doit plusieurs milliers de francs, mais c'est fini, il faut partir sans avoir consommé. Ce monde où se mêlent à outrance luxe, argent et sexe fascine aussi les écrivains. Des femmes comme Blanche d'Antigny ou Valtès de Labigne vont inspirer Nana, le fameux roman de Zola. Et donc elles vont devenir des personnages de légende, alors que ce sont des femmes bien réelles, de chair. Pour leur publicité et faire fantasmer les hommes, elles utilisent aussi un outil terriblement moderne, la photographie. Cléo de Mérode ou Émilienne d'Alençon distribuent même des petites cartes photographiques dans tout Paris. Bienvenue dans le jardin d'hiver. C'est magnifique. C'est fou quand même, toutes ces demi-mondaines, les cocottes, c'était littéralement les célébrités au 19e siècle. Tout à fait. D'ailleurs, je crois que nombre d'entre elles ont servi de muses pour les grands peintres du 19e siècle. Exactement, les peintres adoraient les faire poser pour eux, et elles adoraient passer à la postérité de cette manière. Et il y en a une dont on connaît mieux l'entrecuisse que le visage. Ah, j'ai une idée. Vous avez une idée? C'est l'origine du monde. Exactement. Le Courbet. Et oui, dans les années 1860, un diplomate turco-égyptien qui s'appelle Halil Bey passe à Paris. Il s'amourache d'une belle danseuse d'opéra qui est aussi une cocotte, ils font les deux en général. Et comme il adore jouer, il l'emmène souvent avec lui. Il l'appelle même son petit porte-bonheur, si c'est pas mignon. Et pour garder un petit souvenir, il demande à Gustave Courbet de peindre la partie la plus intime de son corps. Et puis les années passant, on a fini par oublier qui était le modèle. Sauf qu'il y a quelque temps, un historien qui a remis le nez dans les papiers de George Sand et d'Alexandre Dumas fils découvre quelque chose que personne n'avait vu avant lui.
Alexandre Dumas fils écrit qu'on a fait peindre l'intérieur de Mademoiselle Queignaud et c'est comme ça que le mystère a été levé. On connaît le visage de l'origine du monde. Elle s'appelle Constance Queignaud. On va en venir justement à Alexandre Dumas fils parce que l'expression demi-mondaine, ça nous vient de lui. Une comédie, Le Demi-Monde, qui décrivait donc tous ces personnages équivoques, ces femmes sans mari, ces prostituées qui menaient grand train, qui se faisaient de l'argent, etc. Il y a une autre expression qui nous vient de cette époque, c'est le terme cocoter. Oui. Ça nous vient des cocottes, parce que c'était justement une référence au parfum. Elle se parfumait très fortement, beaucoup, etc. Des parfums capiteux. Et donc, madame, l'épouse, pouvait repérer le mari infidèle quand il rentrait après à la maison. Il sent la cocotte. Et donc, l'expression coqueter, ça vient de là. Ça vient de là. Bon, Virginie, merci beaucoup. C'était très instructif. C'était impressionnant. Merci beaucoup. Au revoir, Virginie. Nous, Stéphane, on va rester dans la fête impériale, dans cet esprit de fête frénétique qui caractérise le Second Empire. Mais on va s'intéresser à un aspect un peu plus populaire du Paris d'Haussmann à l'époque. Et c'est par là. Ah, je te suis. À droite. J'adore la fête. Là, tu vas être servi. Cette sensualité débridée qui s'affiche dans les salons huppés gagne petit à petit les classes les plus modestes. Dans les salles de spectacle et les bals publics de ce Paris flambant neuf, une foule enthousiaste se presse pour découvrir une danse d'un nouveau genre. Une danse un peu grévoise que le monde entier nous envie aujourd'hui. Alors tu vois, beaucoup de cocottes étaient des comédiennes. Oui. Et si elles étaient aussi célèbres, c'est parce que le théâtre, le spectacle, les représentations, ça avait un succès énorme pendant le Second Empire, tu vois. C'était d'ailleurs à cette époque qu'un spectacle a été créé, imaginé, et aujourd'hui il est mondialement associé à l'image de Paris. C'est évidemment le fameux French Cancan. Non. Si on connaît le French Cancan, c'est parti de là, c'est parti du Second Empire. Eh bien, plutôt que de t'en parler, je vais te le montrer avec évidemment les danseuses du Moulin Rouge. Wow. Ah ouais. Bonjour. Wow. Bonjour, merci beaucoup. Ah, fantastique, fantastique. French Cancan, quoi, quand même. Mathilde, Olga, pardon, je vous présente, Laurent. Impressionnant, voilà. Ça va, vous êtes tout essoufflé? Non, on est toujours un petit peu essoufflé après le French Cancan. C'est une danse très technique, très traditionnelle, acrobatique pour moi personnellement. Il y a beaucoup d'énergie. Les pas sont très importants. Avant, c'était une danse populaire, tout le monde pouvait danser le French Cancan. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus professionnel. Les figures, les pas ont été créées pour se moquer un peu du pouvoir en place. Il y a quelques figures qu'on peut vous montrer. Par exemple, il y a la cathédrale qui se moque de l'église. En fait, nos deux jambes symbolisent oui. le toit d'une église. Il y a aussi par exemple le port d'armes. Le port d'armes. En fait, ça montre un soldat avec son fusil.
Il faut être très souple, hein, Olga. Il faut être souple. Ah, très souple. Je suis pas sûr de pouvoir. On essaye. Non, ça va pas plus. Et il y a d'autres figures comme ça. Ah, il y a le fameux coup de cul que j'adore. Le coup de cul. Recule-toi. Ah oui. Ah, c'est quoi le coup de cul? C'est l'époque, c'est l'émancipation de la femme, donc la femme s'assumait. C'était des féministes de l'époque. Exactement, c'est... Ah voilà. C'est ça. Et en fait, c'est une danse de l'émancipation des femmes C'était à très cette choquant. époque. Il faut savoir qu'à l'époque, les filles ne montraient même pas leur cheville, bien et là, sûr. c'était quelque chose de très révolutionnaire. C'est extrêmement irrévérencieux, mais cette irrévérence-là, on en redemande. On en la redemande. réclame. C'est très français. Mais ça vient French cancan. En fait, c'est cancan. C'est coin-coin au départ. C'est French C'est le coin-coin. coin-coin. D'ailleurs, ça a été inventé par une danseuse française, Céleste Mogador. C'est elle qui a inventé ce cancan excentrique, donc cette danse très acrobatique, très technique, endiablée. Tout Paris va adorer, et même le monde entier, puisque ça va être ensuite repris par un producteur anglais qui va faire vraiment passer le cancan à la postérité sous la forme de French cancan. Une danse qui était basée sur les airs d'opérette comme La vie parisienne d'Offenbach, le compositeur star de l'époque. En tout cas, c'était formidable. Ah ouais, génial, merci beaucoup. Merci Mathilde, merci Olga. à vous. Merci Olga, à merci toutes les danseuses du Moulin Rouge. Merci beaucoup. Pas mal, hein, quand même. Alors justement, notre balade dans le Paris d'Haussmann se poursuit maintenant, mais dans un autre univers. On va retrouver le ventre de Paris. Tu sais où je t'emmène? On va où, Al? Les Halles de Baltard. Ah. Allez, on y va. Avec les grands travaux d'Haussmann, un autre quartier va être bouleversé de fond en comble, celui des Halles en plein cœur de Paris. C'est ici que Napoléon III décide de faire construire un édifice mythique, un chef-d'œuvre aujourd'hui disparu, dont beaucoup de Français se rappellent encore avec nostalgie, les Halles Baltard. Stéphane s'apprête à faire vivre à Laurent un pur moment de magie. Tu vois, là, imagine qu'il y a 900 ans, il y avait un marécage qu'on appelait le lieu-dit des Champs Hauts. Puis ensuite, c'était un lieu de commerce qui avait gardé son aspect du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, il y avait un problème d'hygiène, de circulation. Et donc, au début du 19e siècle, il y avait un projet pour faire des halles. Sauf que quand Napoléon III arrive au pouvoir, eh bien, il retoque le premier projet de l'architecte Victor Baltard. Il ne le trouve pas assez moderne. Et puis tu sais bien qu'avec son épouse, l'impératrice J'ai dit, ils avaient été très impressionnés par le Crystal Palace à Londres. Tout en transparence, le fer, le verre, c'était les matériaux modernes. Et donc, il demande à Victor Baltard un deuxième projet, mais un projet qui a vraiment marqué l'histoire du quartier. Est-ce que tu veux le voir? Je n'osais pas te le demander. Eh bien, écoute, c'est simple à faire. Regarde. Voilà les Halles Baltard, regarde. Impressionnant, non? Ouais. 10 pavillons entrecoupés de rues couvertes. Avec la même structure de fonte recouvert de vitrages. Ça occupe 33 hectares. Il faut que tu imagines que cette prouesse technique et technologique a fasciné les contemporains. Un chef-d'œuvre de transparence, de légèreté. Pour bien que tu comprennes la structure, regarde. Oh, Harry Hein? Potter. C'est magique, hein? Ah oui, c'est... C'est ce qu'on appelle l'architecture industrielle. Le baron Haussmann voulait que la capitale change de visage et qu'en quelque sorte le fer et le verre, c'est ce qui apporterait l'hygiène. Cette structure-là, on l'a dupliquée sur les gares, sur les bâtiments de l'exposition universelle.
Tu vois par exemple les persiennes, eh bien elles sont en cristal dépoli, ça permettait de réguler l'air et en même temps d'apporter un éclairage naturel. D'accord. C'est véritablement une prouesse technique pour l'époque. C'est une révolution dans l'architecture. C'est formidable. Et alors, dans ces 33 hectares, tu avais toutes sortes de commerces. Chaque pavillon, c'est 350 commerces. Et chaque pavillon était éclairé avec des lampes à gaz et avait une alimentation en eau. Il y avait l'eau. Il y avait le pavillon, tu vois, pour les viandes et la triperie. Là, il y avait le gibier et les volailles. Là, tu avais poissons, les poissons et les huîtres. Ah, les huîtres, très important pour Paris. Le fromage. Le fromage. Le beurre, les œufs. Un pavillon de fromage. Eh oui. Il était où le pavillon fromage? Il était là-bas, un peu plus loin. Ah oui, d'accord. Ça devait sentir très fort. C'était un quartier très populaire. Quand il y avait l'arrivage des marchandises vers 21h jusqu'à 8h du matin, ça grouillait, les petits commerçants venaient de servir. Tu sais que ça a servi de décor pour l'un des romans les plus célèbres d'Émile Zola. Le ventre de Paris. Le ventre de Paris. Car Émile Zola est fasciné par la vie grouillante qui anime ces toutes nouvelles halles. Son héros Florent, un crève-la-faim qui vient d'arriver à Paris, débarque sous ses pavillons et c'est un choc. Lui qui est tout maigre admire ces étals qui débordent de victuailles. Les halles, c'est un monde florissant où rien n'existe à part la nourriture. Ce vaste marché qui nourrit Paris est envahi chaque nuit par 2600 chariots de marchandises. Sous la plume de Zola, ces 10 pavillons deviennent un monstre qui avale 5 millions de tonnes de marchandises par jour. Le ventre de Paris, ça porte bien son expression. Sur ce site-là, c'est quand même une population d'1,5 million de personnes qui vivent et qui vont manger tous les jours. De la ménagère au restaurateur. Aux heures matinales, les pavillons se transforment en théâtre où tous s'agitent. Les marchands, les forts des halles reconnaissables grâce à leurs larges chapeaux de cuir. Aux gamins du quartier, comme Cadine et Marjolin, les enfants du roman de Zola qui grandissent au milieu des choux, des pommes et des oranges. Tout le monde court et crie, c'est un vacarme sans nom. C'est rare une telle animation, une telle gouaille, il n'y en avait pas tant que ça. Il y a le trafic de marchandises avec la nourriture. Il y a les gens qui viennent acheter en gros, les gens qui viennent acheter au détail. Car ce monde est un endroit à part dans Paris qui a sa langue, sa culture et ses habitudes. Un monde où les liasses de billets passent de main en main, où les marchandises débordent des pavillons jusque sur les trottoirs, quand les prostituées patientent dans une des 17 maisons closes du quartier. Puis il y a les pauvres, dont c'est évidemment un des quartiers où ils peuvent se nourrir. Parce qu'il y a toujours, dans un grand marché, des déchets. Dès le milieu du 19e siècle, ce marché tentaculaire est déjà une ville dans la ville. Ici, à l'époque, Laurent, il y avait toutes sortes de petits métiers. Il y avait les cabocheurs, c'était des bouchers qui étaient spécialisés dans l'extraction des cervelles qui vendaient ensuite aux tripiers. Il y avait les pétrisseurs de beurre. Et il y avait aussi, ça j'adore, des compteurs Mirror 2. Alors tu sais ce que c'est les compteurs Mirror 2? Eh bien ce sont des gens qui vérifiaient la qualité des œufs. Ouais. C'est génial. Il y avait aussi les chandails. Les chandails? Les chandails comme le tricot. Au départ, oui, aux halles, les chandails, c'était les marchandailles. Et c'est à partir des marchandailles qu'on a fait le mot chandail, parce que le chandail, c'était la tenue que portaient les marchandailles. Voilà. Marchandaille, chandail. Mais j'ai bien aimé les cabocheurs. Hein. Tu sais, il y a un autre métier qui a donné naissance à une expression très connue. La harengère. Elle parle comme une harengère de la halle, on dit. C'est une femme un peu grossière qui parle fort. Et tu sais qu'il y a une langue qu'on parlait vraiment ici dans le quartier des Halles, qui était le langage des bouchers et qu'on appelait le louchébem. Alors pour en parler, parce que je ne parle pas le louchébem, on a rendez-vous avec Étienne Jojo. Bonjour Étienne. Bonjour Lucien. Bonjour Lucien. Ah, on sent le fort des Halles là, ça y est. Oui, ça c'est les forts des Halles. Mais alors justement, vous êtes boucher depuis 6 générations dans votre famille, n'est-ce pas? Boucher restaurateur, absolument. Oui. Et je crois que votre papa fournissait la viande à la table du général de Gaulle. Oui, à l'époque, oui, c'était exact. C'était la boucherie de l'Élysée, boucherie de la présidence. Vraiment, salutations. Hein. Avec plaisir. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne le louchébem. Alors, tout à l'heure, en se présentant, je vous ai dit bonjour le sium, ça veut dire bonjour monsieur. En fait, c'est un code
corporatiste, réservé aux bouchers, pour parler devant la clientèle et entre eux. Donc c'est un code linguistique. Les bouchers parlaient entre eux pour pas que les clients comprennent. Aussi. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un L au début, c'est ça? Oui, alors le principe de base, c'est enlever la première lettre, oui, la mettre à la fin, et remplacer cette première lettre qu'on a mis à la fin par un L, toujours. Donc monsieur, phonétiquement, vous enlevez le M, vous le mettez à la fin, remplacé par L, ça fait le sium. Le sium. Et après, il faut une terminaison. Je vais acheter le lampem chez Loulangem. Pas mal. Ah pas ouais. mal, pas mal. Ah ouais. Pas mal. Alors, le Loulangem, c'est le boulanger. Alors dites-moi, je voudrais un morceau de viande. Oh là là. C'est facile. Je voudrais. Loudrezem. Oui, alors les verbes. Alors somique. Alors somique, un morceau. De liandem. De liandvé. De liandvé. Voilà. Alors. Eh oui. Je suis pas très doué pour les langues. Et si, pourtant, c'est simple. Oui, c'est simple, oui. Par exemple, un poulet. Un poulet. On enlève le P. Loulep. Loulepem. Parfait. Parfait, vous avez compris. Ouais, voilà. C'est pas simple. Hein. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs le jargon, c'était le largon de J. Largon J ou largomuche. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans des expressions, des toponymies parisiennes. Par exemple, Ménilmontant, on dit Ménilmuche. Tu sais qu'il y a, c'est un petit peu. Il y a par exemple un type qui est loufoque. Un type qui est loufoque. Oui, c'est passé dans le langage courant. C'est passé dans le langage courant. Loufoque, c'est ça. C'est un type qui est fou. Absolument. Et en loose dé. Les gens qui font des trucs en loose dé, et ben ça vient de là aussi. C'est du louchébem. Étienne, vous avez connu ces halles. Quelle beauté. Quelle beauté. Quelle beauté c'était. Quel dommage d'avoir tout rasé. Mais en fait, il fallait tout changer à cette époque. Maintenant, on l'aurait conservé, je pense. Alors, c'était comment? C'était impressionnant. Votre papa a connu, non? Oui. Alors moi, la travée de mon père était plutôt sur la gauche, là, où il y avait donc là, c'était les halles des bouchers. Ah oui. Pavillon des bouchers. Après, il y avait les fruits et légumes. Et alors, les poissonniers des l'autre côté. À droite. À droite. Alors, racontez-nous, c'était quelle ambiance? C'était une ambiance à la fois de travailleurs et de noctambules. Donc l'effort des halles, pour la partie professionnelle. Ils étaient très forts. Il n'y a qu'à vous serrer la main, on a compris. Oui, on a compris. J'ai encore la main, c'est pas bravo, regarde. Tu sais d'où vient l'expression fort des halles? Serre la main, monsieur, regarde. Non, c'est pas que ça, parce que l'effort des halles avait force de loi. Un, parce qu'ils savaient lire, écrire et compter, parce qu'il y avait un petit examen à passer de lecture et d'écriture et de comptabilité. Et deux, parce qu'ils étaient suffisamment forts pour pouvoir porter une charge de, je crois, à l'époque de 90 kg sur 25 mètres, sur une épaule. Quel était le rôle des forts des halles? En fait, ils avaient un rôle de surveillance. Oui. Et bien souvent, lorsqu'il y avait un petit souci dans un restaurant ou une bagarre ou quoi que ce soit, on appelait souvent au boucher. Donc les mecs étaient costauds et se battaient un petit peu contre les souteneurs et les voyous. Il y a une autre tradition, c'était la gratinée des halles. La soupe à l'oignon des halles, absolument. La soupe à l'oignon. Mais d'ailleurs, je vous ai préparé exactement ça. Oh là. Ah, super. Larson-Guche, s'il vous plaît. Comment vous l'appelez? Larson-Guche. Larson-Guche. J'apprends le louchébem, mais je ne suis pas encore au point. Hein. Et comment on dit la soupe alors? Bonjour. La loucepsem? Oh là là. La loucepem. La loucepem, une loucepem. Oh là 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 là, je prends. Oh, merci. Merci. Merci, Muche. Soufflez un petit peu quand même, on Ah ouais, c'est parfait. Oh là 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 là. Alors racontez-nous la tradition de cette gratinée. Ça a tombé. C'était le petit déjeuner des gens qui travaillaient aux halles des Forts des Halles. C'est super bon. Le petit déjeuner des Forts des Halles à 2 h du matin et à la fois pour les noctambules, une manière de finir la soirée. D'éponger un peu. D'éponger un peu, c'est ça. Elle est l'onébem. Elle est l'ombem. Elle est l'obem, la LPSM. Non mais sans tricher, c'est hyper bon. On les connaît, c'est hyper bon. Et vous la servez toujours? On la sert toujours, bien sûr. Oui, c'est un plat du restaurant. Ah, merci beaucoup. Merci, Muche. Merci, Muche. Et n'oubliez pas le lourboire pas. Non, moi j'ai pas soif. Non. Le lourboire pas, c'est le pourboire. Voilà. Merci, Muche. Larson-Guche. Et merci, Étienne, pour ce cours de louchébem, Et en tout cas, merci de continuer à faire vivre les halles. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Merci, Muche. Gaffe à la main. Bon, bah, tu sais qui j'ai vu aujourd'hui? J'ai vu Étienne Jojo, moi. Et toi? C'est un fort des halles. C'est quand même triste de voir ces halles qui vont disparaître. Ouais, ça manque, ça manque dans le paysage parisien. Je trouve que rien n'a réussi à les remplacer.
Oui, mais un siècle après sa construction, les halles Baltard n'étaient plus aux normes, ni pour la sécurité, ni pour l'hygiène. Et puis surtout, au début, ça répondait à une attente d'1,5 million d'habitants. Avec l'explosion démographique. Ça a doublé, ça a doublé. Et donc, on a déplacé les halles vers Rungis. Mais tu sais que ça a été une vraie polémique à l'époque. Il y a eu des pétitions, les gens se sont mobilisés, même John Lennon. Imagine. Mais oui, ça a été véritablement une polémique pour défendre les pavillons Baltard des Halles de Paris. Quelques jours seulement après le départ du marché pour Rungis, des centaines d'artistes investissent les pavillons désormais vides. J'ai comptabilisé plus de 200 000 personnes qui sont venues voir des spectacles, mais alors de tout genre. Il y avait une exposition Picasso, il y avait des ballets de Béjart, il y avait une piste de ski artificielle. Ces créations artistiques et la foule nombreuse qui s'y presse permettent de sensibiliser l'opinion sur ces pavillons dont l'avenir est incertain. Mais l'effet est de courte durée, car le gouvernement Pompidou annonce la démolition de Baltard et la création d'un centre commercial et d'une gare de RER. C'est incroyable de vouloir détruire quoi que ce soit. Il faut faire une reconversion du quartier dans un but culturel et non un but économique. Pour nous, ça a été un coup de poignard en disant c'est pas possible. On ne peut pas tuer le cœur d'une ville comme ça, quoi. L'opinion gronde, les pétitions se multiplient et la mobilisation dépasse les frontières. Après Georges Brassens ou encore Yves Montand, c'est au tour de John Lennon de s'insurger contre cette destruction. Avec lui, la scandaleuse affaire des Halles prend une ampleur internationale. Un riche banquier américain offre même de racheter les pavillons pour 30 millions de francs. Nous avons l'intention de sauvegarder les Halles et, s'il est nécessaire, les amener ailleurs. Les amener ailleurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aux États-Unis, peut-être. Georges Pompidou reste inflexible et entérine l'arrêt de mort des Halles Baltard, une des rares constructions emblématiques du Paris haussmannien à avoir été détruite. Eh bien, malgré la pression des milieux culturels, malgré la polémique et puis les mobilisations, les pavillons Baltard vont être détruits. Et cette destruction a duré 3 ans. Aïe, aïe, aïe. Ou comment mourir à petit feu. C'est quand même bouleversant cette destruction, non? Alors, des édifices de la halle Baltard, eh bien, il reste un élément, un pavillon, le pavillon numéro 8 des volailles et des œufs, qui a été démonté et remonté ensuite à Nogent-sur-Marne. Celui-là, je le connais. Pavillon Baltard. Pavillon Baltard, oui, il est connu. Mais alors, plus surprenant, il y en a un autre au Japon, à Yokohama, au pied du Harbour View Park. Et là, c'est une structure en fer qui était en haut des pavillons Baltard des Halles de Paris. À Yokohama. À Yokohama au Japon. Ah, ça, tu me l'apprends. Oui. Bon, allez, je te propose maintenant de nous rendre dans un autre quartier de Paris, où là aussi le baron Haussmann a ouvert un immense chantier. C'est un quartier dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Je te propose de me suivre sur l'île de la Cité. Allez, viens. On y va. L'île de la Cité, cœur historique de Paris, a été l'un des plus importants chantiers du baron Haussmann. Le plus contesté aussi, car la quasi-totalité de cet ancien quartier médiéval a été rasée. C'est au milieu de ce tumulte qu'un certain Viollet-le-Duc termine alors les travaux de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui menaçait de s'effondrer. Un devoir qui nous incombe aujourd'hui, après le drame qui a bouleversé la France et le monde entier. Dès 1843 et pendant toute la durée des grands travaux, il y a un monument emblématique, un joyau de notre patrimoine qu'il faut restaurer et mettre en valeur. Je veux évidemment parler de la cathédrale des cathédrales, Notre-Dame de Paris. Et ce qui est fou, c'est que 175 ans après, elle revit le même drame. C'est-à-dire qu'il faut absolument la restaurer, la sauver depuis l'incendie du 15 avril 2019 qui a détruit évidemment entièrement la charpente du 13e qu'on appelait la forêt, mais également la toiture et puis la voûte qui s'est effondrée.
Bref, c'est véritablement une catastrophe nationale. Mais je te propose de revenir au 19e siècle. Et à l'époque déjà, Viollet-le-Duc doit trancher pour savoir s'il a le droit ou pas d'utiliser des matériaux modernes pour restaurer Notre-Dame de Paris. Et il va transformer d'une certaine manière la cathédrale dans un geste qui va être controversé. L'édifice est tellement délabré qu'on envisage même de le démolir. Pendant plus de 20 ans, Viollet-le-Duc va restaurer cette antique cathédrale de plus de 600 ans avec un projet de rénovation très moderne, usant de matériaux comme le verre et la fonte. Il va aussi travailler sur l'ensemble des gargouilles. Et il va essayer de créer un univers un peu fantastique, mais unifié, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. L'architecte prend de grandes libertés avec la restauration de Notre-Dame de Paris, et alors qu'il propose de reconstruire la flèche d'origine, il va dire, écoutez, cette flèche du XIIIe, au fond, elle n'était pas formidable, moi je vais vous en faire une bien meilleure. Lui, il va proposer donc sa flèche, qui montait à 96 mètres, donc une énorme structure qui sort de la cathédrale, je crois qu'il y a à peu près 40 mètres en dehors de la toiture. Cette flèche très moderne et trop lourde oblige Viollet-le-Duc à revoir en profondeur la structure de la charpente et la croisée du transept. Il va même rajouter, peu de gens le voient, d'énormes piliers qu'il a collés dans les angles de la cathédrale à l'extérieur cette fois-ci. Donc il y a une vraie intervention qui modifie au service de sa flèche l'architecture d'origine, à tel point qu'il a des adversaires extrêmement farouches. C'est pas du tout une affaire calme à l'époque, parce qu'il y a un débat et Viollet-le-Duc est très critiqué. Et parmi les critiques les plus médiatiques, il y a l'écrivain Victor Hugo, à qui ces restaurations ne plaisent pas du tout. Il dit qu'il ressent comme une espèce de viol, c'est-à-dire que au fond, c'est pas la cathédrale qu'il a essayé de ressusciter, mais c'est un édifice qui est traité de manière trop violente. Il dit notre époque ne devrait pas laisser faire des choses pareilles. Et c'est à cette époque justement, une fois les travaux terminés, et pour éviter de futures libertés architecturales, que Notre-Dame est classée. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis d'avis que les gens qui financent la restauration de Notre-Dame, et les Français sont mobilisés, ils veulent revoir Notre-Dame de Paris comme elle était. Comme elle a été classée, il faut la rebâtir à l'identique, c'est mon point de vue. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord, tu vois. Ah bon ? Bah oui, parce que la reconstruire à l'identique, quelque part c'est nier son histoire. C'est-à-dire que l'incendie de Notre-Dame en 2019, maintenant ça fait partie de son histoire. Donc évidemment il faudrait qu'on la restaure le mieux possible pour retrouver sa silhouette sublime, inégalable, mais on peut peut-être y adjoindre des éléments plus modernes qui rappelleront comme un stigmate, comme une cicatrice, ce terrible événement qui a été l'incendie en 2019. Ça fait partie de son histoire, l'incendie. Mais il faut que visuellement, on retrouve Notre-Dame de Paris comme elle était, parce qu'on interprète mal le geste architectural de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc a parachevé l'œuvre des bâtisseurs du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il a interprété le Moyen-Âge, mais parce que c'est le grand spécialiste du Moyen-Âge. Oui. Il a donné une flèche qui rééquilibre l'ensemble de l'édifice. Mais ça n'était pas l'édifice. Alors, mais c'était il l'a fantasmé, il l'a magnifié, non, il l'a restauré dans l'état dans lequel elle n'a jamais été. Mais telle qu'elle aurait dû être. C'est vrai qu'il a été décrié, on a dit que ces audaces architecturales étaient carrément des outrages. Oui. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste la légitimité de cette fameuse flèche de Viollet-le-Duc. Surtout, tu vois, ce qui a changé, c'est l'émotion patrimoniale. Quand Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris en 1831, personne n'a conscience encore de l'importance du patrimoine. C'est lui qui va déclencher cette appétence des Français pour le patrimoine. Mais parce qu'à l'époque, on ne conservait rien. On ne conservait rien, je sais. La notion de sauvegarde n'existait pas avant Victor Hugo. Avant Notre-Dame de Paris. Notre patrimoine national doit une fière chandelle à Quasimodo. Victor Hugo a gagné la bataille de l'opinion publique. Vraiment. Et il considérait Haussmann comme l'Attila expropriateur. Il l'appelait le baron destructeur. Prends par exemple cette île de la Cité. L'île de la Cité médiévale a été entièrement détruite. D'une certaine manière, Notre-Dame est le reliquat de tout, c'est tout ce qui reste de l'île de la Cité. Eh ouais, mais il y avait un dilemme pour lui. Il a voulu préparer Paris au défi de l'avenir, de la modernité. Et donc, oui, il a sacrifié une grande partie du patrimoine civil parisien pour essayer, par contre, de protéger le patrimoine historique. Il s'est attaqué à tous les quartiers populaires. Et s'attaquant à tous les quartiers populaires, il avait une raison qui était très politique. En traçant de grandes avenues, on peut davantage maîtriser les flux de population. Et contrôler les colères populaires. Exactement.
Ces classes populaires se concentrent à l'est de la capitale, autour de la place de la République. Les théâtres du boulevard du Temple réunissent tous les soirs entre 10 et 20 000 personnes. C'est le cœur artistique de la vie parisienne. C'est un Paris populaire, brouilleur, frondeur, qui se réunit, qui réfléchit et qui surtout imagine qu'on peut renverser les gouvernements successifs, comme c'était le cas du temps de Charles X ou de Louis-Philippe. Donc Louis-Napoléon s'en méfie. L'empereur s'en méfie sérieusement et l'agrandissement de la place de la République lui donne l'occasion de démolir tous ces théâtres. Pour encercler rapidement le faubourg Saint-Antoine, qui a déjà vu naître des révoltes sociales, il érige la plus grande caserne de Paris, l'actuelle caserne Vérine, et perce l'immense boulevard Richard-Lenoir. On est vraiment au cœur du Paris populaire. Le boulevard Richard-Lenoir, notamment les deux rues latérales, de part et d'autre de ce parterre central, assurent aux troupes une capacité d'intervention rapide si jamais le quartier de la Bastille ou le boulevard Saint-Antoine devaient s'insurger. Les maisons délabrées du quartier populaire de la Petite Pologne dans le 8e arrondissement sont balayées pour laisser place à de larges avenues. Mais le quartier qui connaît la plus grande transformation sous Haussmann, c'est l'île de la Cité. L'île de la Cité, c'est un peu le crime imprescriptible d'Haussmann. Il y avait près de 25 000 habitants en 1853, ce sont plus que 5 000 en 1870. On chasse littéralement la population qui est là en détruisant les lieux où elle vivait. Le Paris moderne et sécuritaire du Second Empire se paye au prix fort, la mort du vieux Paris, si cher à Victor Hugo. Victor Hugo, qui déjà en 1832 avait publié La guerre aux démolisseurs, devient le véritable adversaire politique de Napoléon III depuis le coup d'État du 2 décembre 1851. Il va d'ailleurs partir en exil pendant 20 ans. Il ne reviendra en France qu'en 1871 et pendant tout ce temps, tous ses écrits contre Napoléon III, il les fait passer sous le manteau. Il était très vindicatif à l'encontre des grands travaux et comme il était très populaire, tiens, pour te donner une idée... Il y a eu un événement dans l'histoire qui a réuni plus de Parisiens que la Coupe du Monde de foot de 1998 qui avait attiré 1,5 million de personnes. Et oui, c'est l'enterrement de Victor Hugo. Et oui, les funérailles de Victor Hugo, qui ont réuni 2 millions de personnes. C'était un immense écrivain et pourtant il y avait quand même une nécessité, on l'a vu, à transformer la ville, notamment ici. Tu vois, nous sommes dans la rue des Ursins. C'est l'une des dernières rues qui a subsisté du Paris médiéval, de ce Paris avant les transformations du baron Haussmann. Il y avait plein de rues comme ça. Alors c'est vrai, quand on voit le charme de cette petite rue des Ursins, on se dit qu'on aurait aimé qu'on protège davantage ce Paris d'avant le baron Haussmann. D'ailleurs, est-ce que tu sais la vraie raison de la destruction de ces quartiers médiévaux historiques? Il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'il y avait une question aussi de salubrité. Il y avait la salubrité, mais aussi la sécurité. Bien sûr. C'est vrai que c'était un coupe-gorge ici. J'ai le texte d'un journaliste du Figaro qui s'appelait Georges Grison qui dit « La hideuse cité est tombée sous la pioche des démolisseurs et avec elle a disparu ce réseau de ruelles infâmes où dans d'ignobles bouges grouillait une population immonde. » Il faut imaginer que c'était un peu les ruelles du crime ici. Il y avait on se promenait pas comme on le fait maintenant. Hein. Alors pour nous raconter l'atmosphère qui régnait dans ce Paris du Second Empire, on a rendez-vous maintenant avec Dominique Rizet. Ça, super. Voilà. Bonjour Dominique. Monsieur Rizet. Alors c'était Bonjour, cette atmosphère. Ça va bien Dominique? Cette atmosphère sous le Second Empire, le crime était partout dans ces ruelles. Mais c'est pire que ça encore. Les gens avaient la hantise de sortir à la nuit dans les rues de Paris de peur d'être agressés. Et encore une fois, une vraie crainte légitime. Aux yeux du monde entier, le Paris du 19e siècle, c'est le Paris de l'insécurité. C'était quelque chose de très présent et encore plus ce dédale de rues, de ruelles et de sentines dans l'île de la Cité, obscure, inquiétante, tortueuse. C'est le repère des mendiants, c'est le repère des vagabonds, des filles publiques, des voleurs. Donc en fait, l'intérêt de ces grands travaux du baron Haussmann, c'est justement de la sécurité des Parisiens. Oui, il l'écrit dans ses mémoires, en éventrant ces vieux pâtés de maison et en y faisant entrer l'air et le soleil, on n'a pas seulement apporté la santé, on a moralisé ces quartiers en chassant les malfaiteurs qui ne trouvent plus où se cacher. En fait, en changeant Paris, le baron Haussmann, il voulait arracher les racines du mal qui nourrissaient tous ces lieux à risque, tous ces lieux du vice et du danger. En fait, Haussmann, c'est un visionnaire. Il a compris avant les autres que
La sécurité, c'est un concept global. Il y a des grandes affaires criminelles qui ont secoué comme ça cette époque. Ah oui, des faits. Venez-en aux faits. Alors, l'affaire qui a défrayé la chronique sous le Second Empire, c'est l'affaire Troppmann. Ça se passe en 1869. Dans les dernières années du règne de Napoléon III, on découvre dans le nord-est de Paris, à Pantin, dans un terrain vague, les corps d'une femme et de ses 5 enfants. Et puis peu après, on retrouve son mari et son fils aîné tués dans les mêmes circonstances. 8 personnes d'une même famille, la famille Quinque, assassinées. Assez rapidement, les soupçons vont se porter sur un jeune homme qui a 20 ans et qui s'appelle Jean-Baptiste Troppmann. On s'intéresse à lui parce que le conducteur du fiacre qui a déposé Madame Quinque et ses enfants à Pantin se souvient qu'ils étaient accompagnés d'un homme jeune. Il donne un signalement et on va l'identifier comme étant Jean-Baptiste Troppmann. On le cherche partout, on met plusieurs semaines à le trouver et on l'arrête au moment où il s'embarque, il tente de s'embarquer pour les Amériques. On fouille ses bagages et on découvre dans ses bagages les effets personnels, les bijoux et l'argent de la famille Quinque. Donc le motif, c'était le vol. C'est un crime crapuleux, il mettra 2 mois à avouer. Troppmann voulait l'argent de Monsieur Quinque pour partir en Amérique. Il l'a empoisonné, il l'a tué, il l'a volé et il a éliminé tous les témoins, Madame Quinque et les 6 enfants. C'est une affaire qui a eu un retentissement incroyable à l'époque. Plus que ça encore, parce que c'est l'époque du petit journal. On est en 1860, le fait divers vient de naître. Il est né un peu plus tôt, au début du Second Empire, en 1838. Mais là, c'est la pleine époque du fait divers qui devient romanesque, littéraire. Et le petit journal va faire ses choux gras de cette affaire. Les tirages passent de 200 000 à 500 000 exemplaires. Ben oui, parce que ça feuilletonne. L'affaire, elle dure 4 mois. Donc, il y a d'abord la découverte des corps, le mystère, qui a tué, pourquoi, les aveux de Troppmann, et puis son exécution, 19 janvier 1870, place de la Roquette, Troppmann est guillotiné. Et c'est l'explosion du fait divers, puisqu'en 1890, les ventes du petit journal vont passer à 1 million et à l'aube du XXe siècle à 2 millions. Et tout un tas de journaux vont embrayer le pas. Le fait divers devient monnaie courante. Ce qu'on peut dire, c'est que sous le Second Empire, dans ces rues qu'on a détruites pour construire le nouveau Paris, naissent les premiers faits divers. Les premiers grands faits divers relatés, magnifiés par la presse. Merci beaucoup Dominique. C'était passionnant. C'est passionnant. Hein. Enfin, moi j'ai des frissons quand même. Et surtout maintenant que tout est apaisé. Oui, maintenant, il y a le quartier de la Cité est beaucoup plus rassurant. Peut-être. Et là, on fait quoi? On s'en va. Merci Dominique. À bientôt. Merci. Bon après-midi. Merci Dominique. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Et tu vois quand même, Laurent, ce qui est incroyable, c'est que la ville a été transformée, mais pas seulement Paris. C'est tout un mouvement en France qui va vers une rénovation complète des villes françaises. Des villes françaises que Napoléon III connaît d'ailleurs très bien. En 1852, accompagné de son épouse Eugénie, il est le premier chef d'État à sillonner la France. La province compte énormément du point de vue de l'opinion publique. Les grandes villes permettent aussi de favoriser à la fois la construction, les aménagements et surtout l'investissement. Partout en France, des transformations haussmanniennes sont entreprises, comme à Toulouse, à Nantes ou à Lyon, où le parc de la Tête d'Or s'inspire du bois de Boulogne. À Marseille, la célèbre Canebière est élargie, tandis qu'on érige la cathédrale La Major, la basilique Notre-Dame de la Garde et de grandes artères. La rue de la République, c'est un des vrais grands axes très larges de la ville de Marseille, directement inspiré de cette obsession de la ligne droite. Les villes thermales comme Vittel et Contrexeville se développent grâce à Napoléon III, qui fera aussi de Vichy la ville des Reines d'eau. L'empereur n'oublie pas non plus Plombières-les-Bains. Alors il construit un hôpital, il fait réaliser une grande église néo-gothique et dont il confie les plans à Viollet-le-Duc. Et de manière plus large, eh bien, il fait aménager des bains modernes, structurés, et notamment les thermes Napoléon. Sur le littoral, Arcachon se part de luxueuses villas, d'un casino et de passerelles métalliques signées Gustave Eiffel. Et le demi-frère de Napoléon III, le duc de Morny, fait sortir du sable Deauville. C'est un désert Deauville, il n'y a rien, il n'y a rigoureusement rien. Il n'y a rien sauf le duc de Morny. C'est un affairiste comme on a rarement vu. Il va donc faire le succès d'une ville à travers 3 choses. Un casino, un hippodrome et un littoral. Et voilà comment un village de rien du tout devient un lieu terriblement à la mode qu'on va très vite surnommer le 21e arrondissement de Paris.
En quelques années, plus d'une trentaine de villes se transforment dans toute la France. Dès sa nomination au poste de préfet de Seine, le baron Haussmann s'entoure d'une véritable équipe de choc pour mener à bien ses grands travaux. Parmi ces hommes, il y avait un certain Eugène Belgrand, ingénieur de talent, chargé de concevoir l'immense réseau d'eau de Paris. L'une de ses nombreuses réalisations se trouve dans le 16e arrondissement, à l'abri du regard des passants. Laurent guide Stéphane dans la visite de ce lieu insolite. Stéphane, oui. Si je t'ai amené jusqu'ici, c'est parce que je suis sûr que tu ne te doutes pas de ce qui se cache derrière ces murs. Non, il se passe quoi? Eh ben tu vas voir, tu vas être stupéfait. Viens avec moi. La grande révolution qui va accompagner le Second Empire pour Paris, hormis toutes les transformations en termes d'urbanisme, c'est l'arrivée de l'hygiène. Parce qu'auparavant, dans Paris, pendant des siècles, c'est un véritable cloaque dans les rues. C'est dégueulasse, clairement ça pue, il y a des odeurs, il y a des animaux d'élevage un peu partout, des veaux, des vaches, des cochons, il y a des rats qui se baladent dans la rue, qui apportent des maladies. On jette ses ordures, on jette les eaux usées, etc., etc. Et même les gens, ils se lavaient très peu. Pourquoi ? Parce qu'il fallait aller chercher l'eau. Et donc, la priorité de Napoléon III pour développer l'hygiène, ça va être de rendre l'eau accessible à tous. Et l'eau accessible à tous, c'est là-dedans que ça se passe. Ah oui. Il fallait qu'ils viennent ici chercher l'eau. Tu vas voir, tu vas comprendre. D'accord. Bienvenue dans le réservoir d'eau non potable de Passy. Incroyable. Ouais, ça c'est un des principaux réservoirs d'eau non potable de la capitale. Qui peut soupçonner qu'il y a ça c'est fou, au milieu des immeubles du 16e arrondissement? Et à côté champêtre, bucolique, t'es tout sauf à Paris quoi. Ouais. T'entends les mouettes, imagine le point de vue pour les gens, ils ont vraiment la sensation d'être dans une résidence secondaire. Il y a des carpes on dirait. Ah ouais, il y a des carpeaux. Regarde. Ah, ça commence à être une belle bête ça Voilà, donc là c'était un premier bassin, mais bien il y en a d'autres à voir. Il y a 3 bassins en extérieur comme ça. Eh bien regarde un peu celui-là. Là, ce bassin-là, il est vraiment spectaculaire. T'as vu ça? C'est le lac Léman. Tiens, et maintenant j'aimerais te présenter quelqu'un, Estelle, qui est ingénieure aux eaux de Paris. Bonjour Estelle. Bonjour Estelle. Alors, bonjour. Parlez-nous un peu plus de ce réservoir. Alors vous êtes ici effectivement au réservoir d'eau non potable de Passy, donc un réservoir qui comprend 6 bassins. Là on ne les voit pas tous parce qu'ils sont sur 2 niveaux. Oui. Et les premiers bassins, donc, ils ont été finis de construire en 1858 sous la direction d'Eugène Belgrand. Et aujourd'hui, donc, on utilise toujours le patrimoine d'Haussmann. On n'utilise plus que 2 bassins en fait, qui sont les 2 bassins que vous voyez là, donc le bassin de Bel Air et le bassin de Copernic. Et à partir de ces 2 bassins, en fait, on alimente en eau non potable les quartiers ouest de Paris. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais à Paris, on a une particularité, on a 2 réseaux. On a le réseau d'eau potable que tout le monde connaît bien et qui alimente les logements et les bureaux des Parisiens. Et le réseau d'eau non potable pour des usages moins nobles que l'alimentation et l'hygiène, qui permet notamment de nettoyer les égouts, de nettoyer les rues quand vous voyez en fait de l'eau couler le long des caniveaux. Ah oui, par exemple, quand on voit les agents qui soulèvent la petite grille là, comme ça, tout à fait, c'est une bouche de lavage. Une bouche de lavage, et en fait ça s'écoule dans les caniveaux parisiens. Exactement. Ça c'est de l'eau qui vient d'ici, en tout cas pour ce qui est de l'ouest parisien. Exactement, vous avez 13 000 bouches de lavage à Paris, donc ils sont alimentées par... Tu savais ça? Non, j'en avais aucune idée, mais maintenant je les regarderai autrement, grâce à vous Estelle. Je ne plus pareil. Et donc cette eau non potable, elle permet aussi d'arroser les grands parcs et jardins, et elle alimente notamment les pièces d'eau et les rivières du bois de Boulogne. La cascade du bois de Boulogne, c'est de l'eau du réservoir de Passy. Mais par contre, pour le bois de Vincennes, c'est un autre réservoir. Exactement, c'est un réservoir qui est situé à l'est de Paris. Mais alors attendez, cette eau, elle vient d'où? Elle vient de la Seine? Cette eau, elle vient en partie de la Seine et en partie du canal de l'Ourcq. Vous voulez dire que depuis le canal de l'Ourcq, l'eau traverse dans des canalisations qui ont été construites sous le Second Empire jusqu'ici dans l'ouest parisien, dans le 16e arrondissement? Exactement. Ah oui. C'est fou, il y a des canards. Il y a des canards, exactement. Vous avez un plan d'eau en plein Paris, ça leur fait un espace de récréation, ils l'apprécient effectivement. Et c'est très très profond, là, il y a combien? Là, il doit y avoir 3 ou 4 mètres. 4 mètres d'eau.
Oh, c'est dingue. Merci beaucoup hein, Estelle, c'était très éclairant. Merci pour vos explications. Ouais, parce que tu te rends compte donc que ce réservoir, c'est pas le seul dans Paris. Hein. Non. Il y en a des tas qu'on doit donc à Eugène Belgrand, à ses équipes d'ingénieurs. Pour faire arriver de l'eau de source parfaitement saine jusqu'au robinet des Parisiens, l'ingénieur a une idée ingénieuse. C'est d'aller chercher des sources loin de Paris, parce qu'elles présentent des risques sanitaires beaucoup moins élevés de maladies. Et il va même les chercher à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale. Passionné d'architecture romaine, Eugène Belgrand imagine un système d'immenses aqueducs, toujours visibles aujourd'hui, pour pomper dans les rivières de la Dhuy et de la Vanne. Il crée 6 réservoirs modernes sur les points les plus élevés de Passy, Ménilmontant, Belleville, les Buttes-Chaumont, Charonne et Montsouris, pour stocker cette eau qui arrive ensuite dans les appartements grâce aux 840 km de canalisation. Mais Eugène Belgrand est confronté à un autre problème. Il ne faut pas songer seulement à donner de l'eau aux Parisiens, il faut songer à évacuer leurs eaux sales. Et les eaux sales d'une ville de 1 million, 1 200 000, 1 500 000 habitants, bientôt 1 800 000 habitants, c'est colossal. Belgrand éventre donc Paris de toutes parts pour réaliser plus de 580 km d'égouts. Une révolution pour la ville et les habitants qui découvrent un monde souterrain jusqu'alors inconnu. Ça devient un must absolu d'aller visiter les égouts. Il n'y a pas une personnalité majeure, un people européen sous le Second Empire qui ne demande à aller visiter les égouts avec ses murs maçonnés, de vastes couloirs, avec des barges qui poussent les immondices. L'œuvre titanesque d'Eugène Belgrand à Paris suscite l'admiration de ses contemporains et servira de modèle aux autres grandes villes françaises. Tiens d'ailleurs, pour la petite histoire, Eugène Belgrand, c'est un des 72 noms de savants qui figurent sur le premier étage de la Tour Eiffel, hein, et donc qui étaient les principaux ingénieurs, les grands inventeurs, les grands scientifiques du Paris de la deuxième partie du 19e siècle. Hein, c'était pas n'importe qui. L'arrivée de l'eau dans le quotidien des Parisiens, c'est un des grands apports des travaux d'Haussmann. C'est vraiment quelque chose qui d'ailleurs va révolutionner, qui va améliorer la vie des Parisiens, le quotidien des Parisiens, mais qui va aussi du coup bouleverser les comportements, les consciences. On va commencer à faire attention à l'hygiène. On est en plein dans les travaux de Pasteur. La découverte des microbes par Pasteur, c'est une des plus célèbres pages de l'histoire des sciences dans les années 1870. Au début du Second Empire, un certain Louis Pasteur, tout jeune chimiste, s'intéresse aux microbes, que l'on appelle alors animalcules. Il s'aperçoit qu'il y a des microbes qui sont dans la terre, il s'aperçoit qu'il y en a qui sont dans l'air. Il est vraiment conscient que les microbes sont à l'origine de beaucoup de phénomènes biologiques que jusque-là on n'avait pas expliqués. Le premier à avoir cru en Pasteur, c'est Napoléon III qui lui fait bénéficier d'une bourse. Si Napoléon III le soutient financièrement, l'impératrice Eugénie, passionnée par les expériences du scientifique, l'incite à breveter ses découvertes. Eugénie, elle est fascinée par tout ce qui est microscopie. L'utilisation, bien sûr, par Pasteur au quotidien de ces appareils lui plaît énormément. Elle aime qu'ils lui décrivent ce que l'on peut voir sous les lamelles d'un microscope. Et sous son microscope, Pasteur étudie la transmission des microbes aux animaux puis aux hommes. Son combat contre la rage a commencé. Il vaccine ses premiers patients et donne des conseils pour limiter la diffusion des microbes. C'est le début de la prise de conscience de l'hygiène. Pasteur non seulement voulait guérir les gens, mais il veut aussi leur donner des conseils. Alors les conseils, c'est on se lave les mains, on nettoie les instruments qu'on a utilisés pour faire de la chirurgie, mais on nettoie aussi les instruments qu'on a utilisés pour faire de la cuisine. Des recommandations qui portent leurs fruits, on assiste à une baisse importante du taux de mortalité en France et une innovation fait son entrée dans notre quotidien. Il était obsédé par l'hygiène. Il se lavait les mains plusieurs fois. Et ensuite, il avait son savon et il se relavait les mains. Le savon, arme de choc pour combattre les microbes, à la fin du Second Empire, on en produit plus de 12 500 tonnes par an. Cette manie de l'hygiène si chère à Napoléon III, il la devait peut-être à son oncle. Ah, qui était un maniaque de la propreté Napoléon aussi. Ier, ouais. Faut que tu saches que Napoléon Ier, il passait 1 heure quotidienne dans son cabinet de toilette. 1 heure, c'est quand même un record pour l'époque. Hein. Ah, oui, surtout quand on sait tout ce qu'il avait à faire. Ah ben, Joséphine, sa femme, 2 heures par jour pour faire sa toilette. Et dès que Napoléon partait en campagne, en voyage, à la guerre, sur le front, eh bien, il partait toujours avec une petite boîte qui contenait un peigne, une brosse à dents, une lime à ongles, des ciseaux. Oui, un nécessaire de toilette de voyage. Exactement.
Tu sais Laurent, il y a une autre chose qui a considérablement changé dans les conditions de vie des Parisiens et donc des Français sous le baron Haussmann. Dis-moi tout. Les espaces verts. Et je te propose maintenant de t'emmener dans un endroit imaginé entièrement par Haussmann et créé de toutes pièces, les buttes Chaumont. C'est parti. C'est sur un immense terrain vague de 25 hectares, situé entre Belleville et La Villette dans le 19e arrondissement, que Haussmann décide de réaliser le plus surprenant des parcs parisiens du Second Empire, celui des buttes Chaumont. Inauguré lors de l'exposition universelle de 1867, il reste, plus de 150 ans après, l'un des plus grands parcs de Paris. Tu vois Laurent, ce beau parc du 19e arrondissement est un endroit qui plaît beaucoup aux Parisiens aujourd'hui. Il y a des gens qui font leur jogging, on promène les enfants, on s'allonge sur les pelouses. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Autrefois, c'était l'un des endroits les plus malfamés de Paris. D'ailleurs, tu sais pourquoi ça s'appelle les buttes Chaumont? Parce que Chaumont, ça vient de Chauve-Mont. C'était le mont Chauve, il n'y avait rien. Rien ne pouvait pousser, même pas l'herbe. La terre était tellement aride, tellement ingrate que rien ne poussait ici. Et puis, il avait une très mauvaise réputation. D'abord parce que jusqu'à la Révolution, il y avait ici la potence de la justice royale. Et donc, on ne venait pas à part pour les exécutions. Et puis enfin, c'était fréquenté par les brigands, il y avait là des décharges publiques. C'est là où on faisait l'équarrissage des chevaux et des bêtes. Donc il régnait sur ce quartier une odeur pestilentielle. Et c'est alors que le baron Haussmann et Napoléon III ont l'idée d'offrir à la population active, la population laborieuse du nord-est de Paris, un parc, un espace vert. Et on confie le travail à Alphand. Alphand, qu'on appelait aussi l'ingénieur artiste, a l'idée de créer de toutes pièces un parc à l'anglaise, tu vois, avec différents espaces. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait aménager les ruisseaux, les cascades, cette passerelle aussi que l'on doit à un certain Gustave Eiffel. Au début, évidemment, l'inauguration des buttes Chaumont a un succès fou. Et très vite, comme c'est un peu excentré par rapport au quartier un peu riche de l'ouest parisien, eh bien la bourgeoisie ne vient pas aux buttes Chaumont. Ça sera réservé aux classes laborieuses de Paris qui habitent dans ces quartiers populaires. Mais tu sais, le parc des buttes Chaumont n'est qu'un exemple parmi tous les espaces verts qui vont être aménagés par le baron Haussmann. Et c'est vrai que tout d'un coup, Paris va respirer. Jamais une ville en si peu d'années n'a connu une révolution verte aussi importante. L'idée de créer des squares, de créer des grands parcs, même des bois, c'est de permettre à tous les Parisiens d'être à moins d'un quart d'heure de leur lieu d'occupation ou de leur lieu de vie. Le percement de nouvelles rues libère des espaces qu'il faut aménager en jardin. Pour réaliser cette tâche confiée par Haussmann, Adolphe Alphand crée spécialement le service des promenades et des plantations. Un peu partout dans la capitale, il n'est pas rare de voir passer des chariots entiers d'arbres adultes. Au total, plus de 80 000 arbres sont plantés. C'est le moment où Paris se couvre de marronniers, d'érables, etc. Désormais, c'est la ville qui s'offre à la végétation. 24 squares, 4 jardins, 4 parcs et de bois, plus de 2000 hectares de verdure envahissent la capitale. Le bois de Boulogne est métamorphosé, la forêt se pare de lacs artificiels et d'allées. Et le bois de Vincennes se couvre de 300 hectares de pelouse, de vrais petits paradis. Napoléon III permet d'avoir des lieux de promenade agréables à l'œil. On retrouve une grotte, on retrouve un jardin, on retrouve un bosquet, on retrouve même une sorte de ruine. Un nouveau mobilier urbain très codifié est aussi créé. Les lampadaires, les grilles d'arbres, les fontaines à eau et les bancs publics sont les mêmes partout, à quelques exceptions près. Ce mobilier urbain n'est pas tout à fait uniforme, il est un peu hiérarchisé, notamment les grilles, dont la qualité de leur ouvrage dénote une certaine hiérarchie entre les squares publics des quartiers aisés et ceux des quartiers ouvriers. Des jardins et un mobilier urbain très identifiables qui sont devenus des symboles de Paris. Avant tous ces nouveaux espaces verts que le baron Haussmann impose comme ça dans Paris, il y avait très peu d'endroits où les Parisiens pouvaient trouver de l'ombre. Il y avait les Tuileries, le jardin du Luxembourg, il y avait le jardin des Plantes, il y avait le Palais Royal, bref, c'était que des parcs qui appartenaient à la couronne. Et en fait, là, enfin, il y a des parcs populaires.
C'est dingue de se dire que tout ça a été créé, a été fabriqué, quoi, que c'est pas naturel, même la colline, les bassins, les pelouses. C'est fou, hein, c'est génial. Mais est-ce que tu sais la première conséquence de ces nouveaux espaces verts? Eh bien, on va développer la pratique du sport. Les gens vont commencer, alors je dis pas à faire du jogging, hein, c'était pas vraiment le temps, mais on se met à utiliser notamment des vélocipèdes. Le vélo, bien sûr. Tiens, regarde, justement, devant le pavillon du lac, on a des amis vélocipédistes. Ah oui, mais je suis désolé, il est interdit de faire du vélo dans un parc. Hein. Tu as tout à fait raison, mais exceptionnellement pour nous, on a pu avoir ces vélocipèdes. Bonjour. 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 Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Mais c'est incroyable, c'est sous le Second Empire que naissent évidemment ces merveilles. La petite reine. Oui, tout à fait. Elle n'a pas encore le nom de la petite Non, reine. non, Mais on voilà. les appelle les vélocipèdes. Il y a eu une course qui est restée dans les mémoires, c'est-à-dire la mode du vélocipède, c'est 1867 avec la première course Paris-Versailles, c'est ça? Tout à fait. Organisée par les ancêtres d'Amaury. Ah non. Oui, tout à fait. Les frères Olivier. Ben oui, les célèbres frères Olivier. En fait, en 1868, ils se sont associés à Pierre Michaud, qui avait inventé la pédale, et ils l'ont industrialisé en 1868 en créant d'abord la compagnie Michaud, puis la compagnie parisienne, qui était donc l'entreprise principale qui fabriquait et qui commercialisait le vélocipède. Et ils organisaient des événements, le Paris-Versailles. Alors il y a eu le Paris-Versailles de 1867, Exactement. et puis 150 ans plus tard, vous avez participé au Paris-Versailles 2017. Absolument. Pour l'anniversaire. Nous étions une vingtaine, tous avec ces vélos. Ça devait être superbe. C'était magnifique. Oui. C'était magnifique. Mais alors, ce qui est incroyable, Laurent, c'est que sous le Second Empire, il y a une véritable vélocipède mania. C'est-à-dire tout le monde se met à faire du vélo. Ça devient vraiment la mode. Hein. Jusqu'au cœur même de l'Empire, puisque le fils de l'empereur Napoléon III, le prince impérial, adorait le vélo. Et on l'appelait d'ailleurs le petit qui pédalait partout. Et après la chute de l'empereur Napoléon III, on va appeler son fils Vélocipède 4. On peut manœuvrer facilement ou... Parce que là, vous avez... Je vous propose un voyage dans le temps. Faites-en l'expérience. Laurent, tu veux essayer, toi? Oui, toujours. Quel est le plus Moi, j'essaye. Alors, c'est celui-ci qui est le plus petit. Vous allez voir que plus petit, c'est très relatif. On touche à peine les pieds par terre. Ouais, mais c'est pas grave. Aïe, aïe. Aïe. Oh, ça ressort. Ah bah, pas formidable. Ah, mais je suis gaucher. Allez. Ah, attends, j'ai loupé la pédale. Ouais, c'est parti. Allez. Oh là, oui, d'accord, faut pas aller trop fort. Et comment tu freines? Vas-y, c'est parti. Moi, je te tiens pas. Hein. Ah non, non, pas besoin. Un très bon apprenti. Visiblement. Oui. C'est le demi-tour qui va être compliqué. Ah, je crois que Laurent revient, vivant. Il faut freiner, c'est comme la moto, sauf que la moto ça accélère et là ça freine. Par contre, je sais pas m'arrêter. Donc je vous propose de me rejoindre plus bas. Alors, attends, je fais une manœuvre. Attendez, tu veux que je te tienne? Voilà. Je me gare et c'est parti. Bravo. Et alors attendez, parce que c'est mes yeux ou il y en a un qui est beaucoup plus grand. Hein. On a l'impression qu'il n'appartient pas à la même famille. Non, et peut-être même pas à la même époque. Il n'est pas à la même époque, effectivement. Celui-ci date de 1875, donc on est postérieur au Second Empire. Ça s'appelle comment celui-là? C'est un grand bi. Un grand bi. Un grand bi qui est le diminutif de grand bicycle. Ah et pourquoi une grande roue comme ça? C'est impossible de monter dessus, ça. Il y a un marchepied là. C'est tout à fait possible avec ce marchepied qui sert d'échelle pour monter sur la roue. Regardez ça. Comme ceci, il faut se propulser. Attention, regarde. C'est surtout qu'il y a un risque de chute en avant. C'est quand même beaucoup plus élégant, non? Magnifique. C'est aérien. Et ça va plus vite. Et là, dans le Paris d'aujourd'hui, c'est au-dessus des pots d'échappement. Bravo, hein. C'est magnifique. Non, c'est un bel objet. Hein. Bon, merci messieurs pour cette démonstration. Beaucoup. En tout cas, vous étiez parfaits. Sous le Second Empire, il y a évidemment le développement du vélocipède, mais pas seulement. Avec la création des parcs et jardins, c'est tout un éventail de nouvelles activités et de loisirs qui apparaissent.
Les espaces verts se dotent peu à peu de tout un tas de petites structures propres aux loisirs, les théâtres, les kiosques à musique. Qu'on se le dise, les loisirs se démocratisent. L'hippodrome de Longchamp est inauguré en 1857 et les courses hippiques, qui attirent une foule de parieurs et près de 250 cavaliers, sont un succès sans obstacle. L'hiver, le couple impérial lance la mode du patinage, suivi par des milliers de curieux, sur les lacs gelés de Boulogne à la Villette. On patine au bois de Boulogne, on patine un peu partout. Dès qu'il y a un plan d'eau, il est transformé en patinoire l'hiver. Il y a même d'ailleurs des phénomènes de mode vestimentaire liés au patinage. Autre phénomène de mode, le jardin d'acclimatation. Imaginé par l'empereur et inauguré en 1860, il accueille toutes les couches de la société qui se pressent pour admirer les girafes, les orang-outans et les autruches. Pour les plus fortunés, les loisirs s'étendent aussi hors des villes. C'est le début du tourisme balnéaire. Ces trains de plaisir qui partent de la gare Saint-Lazare ou de la gare du Nord vous permettent de faire un aller-retour en une journée pour aller profiter des bains de mer. On voit les premières petites filles modèles avec leurs chapeaux de paille construire des châteaux de sable. Ça, c'est une mode qui prend vraiment son essor dans les années 1860 de manière extrêmement spectaculaire. Une mode qui explose sous le Second Empire, grâce au développement des chemins de fer, mais aussi à l'impératrice elle-même, qui se réfugie souvent à Biarritz. La côte normande et la côte basque deviennent les destinations privilégiées de l'aristocratie française. Mon cher Laurent, c'est ici au parc des Buttes-Chaumont que s'achève notre balade dans le Paris du baron Haussmann, du Second Empire. Mais comme toujours, c'est un enchantement de voyager dans le temps avec toi. C'est partagé. Franchement, j'ai adoré toutes ces anecdotes, ces reconstitutions sublimes, les rencontres qu'on a faites aussi, c'était top. Incroyable. Et j'ai envie de te dire, mais pourquoi s'arrêter là? Oui, c'est vrai. Si on poussait un peu la machine, là, on remonte le temps encore plus loin. Mais c'est où, jusqu'où? Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, au temps des ponts bâtis, de la sorcellerie, des alchimistes. Ça peut pas se louper. Formidable. Allez, viens, c'est devant nous. Le Moyen-Âge? C'est par là. C'est parti.